Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 10 juin 2025 et c'est l'épisode numéro 415. Apple a annoncé sa fournée de nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation, les programmes qui font tourner, évidemment, vous le savez, les iPhones, les iPads, les Macs, etc., l'ensemble des appareils Apple. Exercice de communication et annonce toujours amazing. On vous a fait une sélection avec en fer de lance Liquid Glass. Vous en avez peut-être entendu parler, vous en avez peut-être vu des aperçus. Mais le reste de l'actu est également présent pour cet épisode avec le divorce le plus médiatique qui soit, hein, j'allais dire, et puis même de manière générale, plusieurs autres ruptures non conventionnelles que vous a collectées Guillaume Poggiaspala. Et je dis Guillaume Poggiaspala parce que oui, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technoville enthousiaste avec un fond de voix cassé, je pense que vous l'entendez, mais enthousiaste malgré tout. Et donc je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien, moi, avec une voix tout à fait suave. Effectivement, ta voix est parfaite. Alors, on disait juste avant de lancer l'enregistrement, quelque part, c'est très bien de temps en temps d'avoir la voix altérée parce que vous avez la preuve qu'on est des humains. Parce que si notre voix, elle était toujours linéaire, toujours parfaitement au top comme ça, bah, on pourrait se dire, bah, c'est des IA. Bon, en fait, je suis en train de me dire qu'il y a les animateurs radio, ils font toute une saison sans avoir de problème de voix. Donc, je ne sais pas comment ils font. Il faudra qu'on ait le secret. Il y a mon fils tout à l'heure, Guillaume, qui m'a dit un truc. Ça m'a fait à la fois plaisir et un peu de peine, et je voulais te le partager aux auditeurs. Il me racontait sa journée au collège. Il est en cinquième et il a un amour très relatif par rapport aux cours de physique-chimie. Je pense que la manière dont les cours sont dispensés à son collège l'épanouissent pas pleinement, j'ai l'impression. Et il me dit, voilà, le cours est un peu mou, il n'y a pas d'animation, la prof a pas une voix qui me transporte particulièrement. Il me dit, c'est mieux que Tech Café pour s'endormir. Je sais pas comment le prendre, ça, Guillaume. Est-ce que quand on dit quelque chose est mieux que Tech Café pour s'endormir, ça veut dire quoi? Je n'en veux pas. Allez, juste un petit mot pour accueillir, comme il se doit, pardon, je vais y arriver. Def, Erwan, Amaury Guédon et Adelin, qui sont les personnes qui ont accepté de rejoindre patreon.com/techcafé, la page du financement participatif récurrent de Tech Café, ou peut-être qui ont renouvelé leur soutien. Merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup à Sayen, qui a déposé un avis sur Apple Podcast et qui dit incontournable pour la veille tech. Et qui dit, j'ai fait beaucoup de podcasts de veille tech, mais depuis que j'ai découvert Tech Café, j'ai arrêté de chercher. À la fois amusant à écouter, sérieux dans les sujets de fond, abordable et vulgarisateur, mais diablement précis et fouillé. Le dosage est excellent et c'est très louable d'aborder aussi les angles plus politiques, n'en déplaise à certains, car dans cette époque de taré, refuser de parler de ces sujets serait aussi faire de la politique, mais dans le mauvais sens du terme. Merci pour votre travail et longue vie à Tech Café. Je n'avais jamais eu en tête cet argument qui visait à dire que de ne pas parler de politique, finalement aussi, c'était un peu politique. Guillaume, on a la joie d'avoir des auditeurs qui sont interactifs et qui nous offrent leur retour, que ce soit dans les commentaires sur techcafé.fr ou sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et je sais que tu es l'officiel vigie des réactions sur Discord pour les épisodes de Tech Café et tu as fait ta sélection de la semaine, Guillaume. Exactement, je suis la vigie. Alors les ballons ont fait rêver un petit peu la Ouais, communauté avec allez, Nico Guillaume. SG qui nous relaie un article sur Flying Whales. Donc j'ai juste évoqué la dernière fois, hein, c'est une société qui est franco-québécoise et qui ambitionne aussi de faire des gros dirigeables, hein, pour le transfert de fret en particulier. Ils ont un projet qui s'appelle le LCA 60T, donc 60T pour 60 tonnes de charge utile. Alors ça fait un gros ballon, hein, 200 Mhm. mètres de long, 180 000 mètres cubes de gaz. Et la soute est assez grosse, hein, 96 mètres de long, 8 mètres de large, 7 mètres de haut, sachant qu'on peut aussi transporter des trucs à l'extérieur, avec des gros tenders, quoi, tu vois, une sorte de coffre de toit, mais sur le bide, je sais pas, un truc comme ça. Donc de quoi transporter, en utilisant relativement peu d'énergie, hein, des gros conteneurs dans des endroits où il n'y a aucune piste. Donc il y a évidemment une propulsion qui se fera avec éventuellement un truc, voilà, à peu près, on va dire, pas trop polluant, ce serait une pile à hydrogène. Donc le dirigeable peut rester à une hauteur modérée du sol, en fait, c'est comme ça qu'il décharge, hein, il reste pas trop haut, quoi. Et puis, il se met en stationnaire, et puis il descend les paquets comme ça avec des gros câbles qui descendent directement par terre. Alors, le truc ne vole de toute façon pas très très haut. Enfin, c'est entre 6 et 3000 mètres grand maximum d'altitude, et il vole pas non plus très très vite, hein, à peu près 100 km/h. Mais bon, par rapport à un camion, il a quand même l'avantage de tracer droit, voilà, il y a la Mhm. montagne, des forêts, il s'en fout. Flying Whale, c'est une boîte qui existe depuis 2012, ça fait donc un moment, hein, qu'ils bossent sur le projet, qui va peut-être se concrétiser dans pas trop longtemps. Il y a 2 sites de construction pour les premiers ballons prévus, il y en a un à Sherbrooke, au Québec, et un autre à Laruscade, en Gironde. Un accord de principe a été signé, pour Sherbrooke, même s'il reste encore quelques étapes administratives, quoi. Et puis en Gironde, depuis mi-mai, il y a un premier feu vert du ministère de la Transition écologique. L'implantation est prévue sur un site,
Bah, très riche en biodiversité, et donc 75 hectares quand même, hein. Et donc il y a voilà, il y a eu pas mal de controverses. Il semblerait que ça soit en bonne voie. Ça me paraît ambitieux et risqué, fait aussi par les pouvoirs publics d'ailleurs, hein, puisque Flying Wells, est en partie financé par la BPI, mais aussi le gouvernement québécois et même directement l'État français, hein, via le label French Tech. Alors les ballons sont gros, donc ils nécessitent de très, très gros hangars, et donc sur 75 hectares de complexe, il y a un investissement de 450 millions quand même, hein. Donc en 2027, si tout va bien, la France pourrait avoir une nouvelle filière aéronautique, hein, les ballons dirigeables. C'est Est-ce que demain. ça va décoller? Eh ben, on verra bien parce que, alors donc ça veut dire, déjà, il y a pas que LTA qui fait ça, hein. On avait parlé Ouais. de LTA la dernière fois, de Sergey Brin. Alors LTA, on l'avait pas mentionné, mais LTA, c'est lighter than air, donc plus léger que l'air, hein. On n'avait pas Ouais. mentionné ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et d'une manière assez pertinente, Grémy nous dit que le problème, de la prolifération de ces ballons sera la disponibilité de l'hélium. Et effectivement, les Ah. gens de chez LTA, c'était mentionné, hein, dans l'article, là, Mmh. quand ils garent leurs gros ballons dans ce hangar, ils vident les bonbonnes, ils font très attention à pas perdre de gaz. Ils gardent Mmh. précieusement tout ça, il y avait un système qui est conçu exprès pour. Et ça se comprend parce que l'hélium, c'est un gaz rare, dit rare, mais en fait qu'il devient de plus en plus. C'est ballot, hein, parce qu'à l'échelle de l'univers, c'est quand même le deuxième élément le plus Ouais, c'est abondant, vrai. mais sur Terre, c'est pas du tout le cas. Les réserves s'épuisent. Sur Terre, la production d'hélium naturel se fait par radioactivité alpha, qui est un processus lent, hein, trop lent par rapport au rythme où on le consomme, hein, puisqu'on le consomme Ouais. pour faire des ballons pour les fêtes et ce genre de conneries. Donc, Mmh. on dépend des réservoirs d'hélium fossile, hein, finalement, qui se vident peu à peu et dans les décennies à venir. Alors, certains parlent d'une trentaine d'années, mais bon, évidemment, ça varie, on pourrait être à court. Après, évidemment, Ça fait court. si on trouve de gros gisements, j'imagine que ça peut être différent, mais il y a une vraie problématique de rareté de l'hélium. Et puis ça donne des motifs de conquête, enfin de collecte d'hélium dans l'espace peut-être. Moi je pense que c'est pas si simple quand même, hein, pour le coup, même au niveau du système solaire. Et puis, vous allez le voir un peu plus loin dans l'épisode, l'actualité de la conquête spatiale est un petit peu bouleversée, vous vous en doutez. Il y a eu aussi la mention, hein, par Nico SG d'un dirigeable. Alors, c'est plus un drone en l'occurrence, qui est exploité par Enedis pour surveiller des lignes. Effectivement, c'est intéressant aussi de se dire que là, il peut y avoir des cas d'usage qui ne sont pas forcément le transport, mais donc, du coup de la surveillance, avec une autre boîte qui s'appelle Highlight. Voilà, bon, bref, HY Light, voilà. Et donc, on est dans la légèreté, non, on est dans l'air, vous avez compris. On continue. Pardon, on continue. Oui, il y aura quelques petites tousseries, hein, vous m'en voudrez pas. On continue avec une IA qui peut tourner sur. Alors, pas un grille-pain, Guillaume, c'est un vrai ordinateur, mais pas un ordinateur d'aujourd'hui. Oui, bah, c'est Grémy aussi qui nous, suite au supplément belge d'il y a 2 semaines, nous confie qu'il a en sa possession une bien jolie machine à base de Pentium MMX avec une 3D FX et une Mhm. Sound Blaster. Un truc merveilleux des années, 97-98, un truc comme ça. Et d'ailleurs, très gentiment, mais bon, probablement en rigolant, il me le propose si j'arrive à faire tourner un LLM dessus. Et mon cher Grémy, je te remercie beaucoup, mais je n'aurais que peu de mérite de le faire ça parce que ça a été déjà fait en réalité. Puisque Andrei Karpathy, donc ex d'OpenAI, qui se reconvertit plus ou moins dans la pédagogie, a donné un magnifique cours sur les modèles de langage et en ligne, il a aussi fait une sorte d'implémentation de référence minimale en C pour faire tourner un modèle de langage de type Lama. Il en existe une version C pure qui a été adaptée pour tourner en 32 bits sous Windows 98. Ça s'appelle Lama 98. Ça a été compilé pour Pentium 2 sous Windows 98. Donc en gros, voilà, le modèle qui est juste au-dessus du Pentium MMX de Grammy. Donc ça fonctionnerait sur les deux, hein, c'est totalement Ouais, rétrocompatible. Et donc ce truc-là fait tourner un LLM de 260 000 paramètres, ouais. c'est-à-dire en 0,0026 B. Et à ce prix-là, par contre, c'est très rapide. Ah 35 oui, tokens par j'imagine, seconde. oui. Alors, si tu montes un petit peu, par contre, c'est plus compliqué, hein. Si tu te prends un Llama 3,2 1B, c'est 0,093 tokens par seconde. Ah oui, Bon, ok. ça montre aussi l'écart de puissance quand même entre les machines d'il y a 26 ans et les nôtres. N'importe quelle Mm, patate moderne affiche plus de 10 mots par seconde avec un machin aussi petit et souvent mm. beaucoup plus. Donc on est sur un facteur de plusieurs milliers en à peine un quart de siècle en fait, hein. Ouais, bien sûr. Et au Ça, passage, je voudrais dire aussi à Grémy que il faut pas brader sa machine. Cette machine, elle est cool en fait. Ce genre de PC est assez recherché, surtout avec des composants comme une 3DFX. En réalité, une config gamer de 97 qui est bien fonctionnelle comme ça, c'est pas si courant. Ça dépend évidemment du modèle de 3DFX. Il y en a des plus ou moins recherchés. Et donc perso, j'ai moi-même un Pentium 2 tout à fait fonctionnel sur lequel je pourrais essayer de relever le défi de faire tourner un LLM aussi pour le sport. Pourquoi pas? tu dis que c'est prisé, c'est recherché, c'est notamment pour des besoins d'exécuter des jeux ou des applications dans les conditions exactes d'antan, c'est ça, Ouais, non? c'est ça, oui, bien sûr. Mhm. C'est génial. Et puis dernière mention sur les jeux cochons, forcément.
Oui, oui, bah, à propos de formes arbitraires du premier épisode, en fait, du dernier épisode, ADSL Uba nous relaie un jeu très cochon, puisqu'il utilise des cochons comme C'est ça que j'avais en des pas tête. des vrais, hein, des en plastique, des cochons plastiques et qui effectivement se lancent et puis selon la manière dont ils tombent, donc ils se stabilisent une fois tombés, alors sur le côté, sur le groin, sur le dos, et ils donnent des points en fonction de la probabilité de telle ou telle position, donc c'est exactement ce dont on parlait, ça existe déjà, merci à lui et ça C'est existe depuis longtemps même d'ailleurs. Mais ouais, c'est les souvenirs que j'en avais, tu vois, ça me confirme qu'il y avait des petits animaux comme ça un peu mous. Du coup, j'ai pas résisté, je suis allé regarder sur Le Bon Coin, j'en ai trouvé à 8 €. Ils sont en cours de livraison, je vous ferai mes petites photos sur le serveur Discord. Allez, sans autre forme de procès, on va quand même parler de tech et en particulier de la conférence Apple. Donc, on le rappelle, hein, WWDC, qui est la conférence destinée aux développeurs dans le monde d'Apple. Et puis, il y a cette conférence de lancement qui est tout à la fois un exercice de communication, un exercice d'événementialisation des différentes tables rondes et des ateliers qui vont se succéder pendant la semaine. Donc il faut rendre les choses intéressantes pour les développeurs et pour les technophiles et en même temps arriver à parler au grand public. Apple est rompu dans cet exercice. Et puis, il y a eu plusieurs annonces. On ne va pas être exhaustif du tout, hein. Il n'y a aucune vocation là dans Tech Café à être exhaustif. Mais j'ai fait quelques points d'attention sur lesquels je vais revenir en quelques mots. Et puis je serai preneur, Guillaume, d'avoir tes retours. Déjà, est-ce que tu as suivi la WWDC d'une manière ou d'une autre ou pas, Oui, Guillaume? oui, je l'ai suivi. Bon, Bon, après, bon, je sais pas si je vais encore plus me faire envahir que d'habitude, mais non. je trouve que c'est quand même pas franchement une WWDC majeure, quoi, hein. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on retient principalement le relooking Bah oui. en mode tape Mmh. à l'œil, un petit Mmh peu de mh. l'interface. Pour le coup, c'est vraiment une question de goût, hein, ce look vert, qui est très bien fait, hein, mais bon, Ouais, perso, honnêtement, je m'en fous un peu, quoi. Bon, ouais. voilà, ils ont changé l'interface, maintenant il y a des petits reflets, bon. Voilà, je m'en fous. D'ailleurs, moi, perso, je suis d'ordinaire sur des interfaces plus sobres. Je pense que le look comme ça, d'ailleurs, c'est un peu too much et je pense que ça va être daté, d'ici quelques années. Tu sais, les looks, ça va, ça vient. Ouais, Sur 10 ans, on peut osciller entre le minimalisme et le c'est cartoon. vrai. Tu as qu'à regarder Windows XP versus Windows 8, quoi, hein. Ouais. Ça va, ça vient, ça oscille tout le temps. C'est donc subjectif complètement. Vous pouvez aimer, vous aimez, c'est super. Bon, mais bon, bah, pour franchement, je m'en fous un peu, quoi. Bah, concernant en plus iOS, il y a déjà eu ces 2 cycles que tu décris. Il y a eu le skeuomorphisme avec les rendus d'applications qui se voulaient proches des éléments qu'on a dans la réalité au lancement de l'iPhone et dans les premières versions. Et puis depuis iOS 7, il y a eu, cette, interface un petit peu plus en flat design, qu'on connaît bien maintenant. Et alors, moi j'ai 2 petites réactions rapides. Alors évidemment, vous irez regarder, Liquid Glass, les images qui en restituent. Moi, je t'avoue que je fais partie, mais tu me connais, de la team qui aime bien. Je suis plutôt séduit par, ce rendu, graphique. J'ai très peur de la lisibilité et c'est un petit peu ce qui apparaît au travers des premières bêtas, c'est que bah, c'est beau, mais c'est pas très lisible. Rappelons que c'est disponible au travers de premières bêtas développeurs et que les versions de bêta vont se succéder au fil des mois et qu'il y aura au courant de l'été, je crois au début de l'été, les bêtas publiques qui seront disponibles. Et évidemment, Apple est coutumier, comme toute entreprise de ce type-là, d'itérer sur ces versions bêta qui sont développées. Donc, normalement, la lisibilité devrait s'améliorer. Un truc en fait que je voudrais retenir, Guillaume, là-dessus, moi, on va pas rentrer dans les détails et être très, très exhaustif. En fait, ça change pas énorme. C'est un petit peu plus, voilà, il y a un petit peu plus de profondeur, effectivement, de la transparence sur des éléments d'interface. Il y a des éléments qui bougent un petit peu différemment, mais fondamentalement, ça change pas. Et ça change pas beaucoup. Et pourquoi ça change pas beaucoup? Ben, c'est qu'Apple est dans un vrai dilemme. Ils avaient un besoin, d'amener un peu de modernité. Leur interface a évolué par petites touches, mais un bon coup de modernité, ça fait quand même du bien. Et certains y sont sensibles. Et puis, il y avait un deuxième enjeu fort qui était celui d'amener à plus de cohérence au travers de l'écosystème Apple. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui a dicté la mise en place de cette interface dite Liquid Glass, c'est d'arriver à offrir des mêmes aperçus graphiques que tu sois sur un iPad, que tu sois sur ton Mac et que tu sois sur l'iPhone. Et là-dessus, j'ai l'impression que ça fait un petit peu le job. Après, ils arrivent aussi à remplir un troisième objectif qu'ils avaient, c'était quand même pas bouleverser la donne. Tu peux pas te permettre, quand tu as un parc d'appareils aussi standardisé qui est utilisé dans le monde, de changer trop drastiquement du jour au lendemain au risque de perdre une partie de tes utilisateurs. Donc en tout cas, Apple propose donc Liquid Glass à partir des versions de système d'exploitation qui va arriver à partir de cet automne, très inspiré évidemment de Vision OS. Ça a confirmé au passage les rumeurs que tu avais déjà relayées, Guillaume,
toutes les versions de système d'exploitation chez Apple passent à OS 26. Et donc ça, c'est intéressant. Pour iOS, on peut peut-être quand même préciser un truc, c'est qu'Apple se rappelle que l'iPhone est un téléphone avec des fonctions. Là, je suis curieux d'avoir quand même un petit peu ton retour que je trouve assez cool. Bon, outre la refonte de l'app téléphone qui mixe l'historique d'appel, l'historique des messageries vocales visuelles, comme ils l'appellent, et des FaceTime, il y a la possibilité d'avoir des restitutions en texte de la personne qui t'appelle pour savoir si tu dois décrocher ou pas. Ça continue et c'est approfondi dans les versions qui arrivent, notamment avec la possibilité de te mettre en attente. Guillaume, est-ce que ça t'est jamais arrivé d'appeler un organisme, public ou privé, pour poser une question et d'être face à une musique d'attente insupportable avec un son compressé, absolument pénible, et on te force à l'écouter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'un humain, si tout va bien, daigne te répondre? Là, l'idée, c'est que l'iPhone le fait pour toi, il attend pour toi, tu peux faire autre chose en attendant, et quand il y a un vrai humain qui décroche, on espère que tout ça est plutôt intuitif et que ça confirme à l'interlocuteur en face que tu vas décrocher en tant que toi-même vrai humain, et ça te notifie pour que tu reprennes ton téléphone. Tu n'as pas perdu les 24 minutes d'attente quand tu appelles, par exemple, l'assurance maladie. Est-ce que quand même, tu trouves pas ça chouette d'arriver en 2025? C'est vrai que c'est pas un truc qui va bouleverser nos usages, mais c'est quand même cool, non? Oui, oui, c'est cool. Bah, c'est vrai que hormis le look, hein, pour résumer, on a eu des fonctions, bon, on a eu des fonctions qui sont ultra gadget, hein, et puis d'autres qui sont effectivement cool. Ouais. Parce que bon, honnêtement, changer automatiquement la taille de l'horloge pour qu'elle s'arrête exactement avant la tête de ton chien, je considère pas que ça change la vie, C'est hein. le Je truc trouve que le c'est plus quand même important. Je trouve que c'est quand même pas mal d'efforts d'ingénierie pour pas grand-chose, hein, parce que c'est automatique en plus, hein, vraiment. Mais Bon, c'est c'est bien beau, foutu, Guillaume. mais C'est c'est comme beau. les Genmoji, on s'en fout, mais alors à un point. Enfin, on peut aussi mélanger des emojis sur Android, hein, mais je vous rassure, je m'en fous tout autant. Par certains côtés, Apple rattrape aussi son retard, comme avec la recherche visuelle, hein. Ouais. Le Google Lens à la Apple devient plus puissant, il permet un usage qui devient assez proche du Circle to Search finalement de Mhm. Google. Et ça, c'est bien, c'est vrai que c'est utile, hein. Il y a aussi la traduction en temps réel, comme tu dis, qui est très cool, qui marche en vidéo comme un audio et qui peut créer un chat qui transcrit en live ce que dit votre interlocuteur avec des bulles, quoi, un petit peu. Et puis aussi la possibilité d'avoir juste la voix, quoi. Enfin, ça peut être synthétisé, quoi, vocalement. Ça, c'est cool. Ça marche en 3 lag, c'est vrai que c'est vraiment une fonction utile, hein, je trouve ça très bien. La fonction de filtrage des messages, donc déjà, il filtre les spams, a Message texte, priori. ouais. Il arrive à savoir si les appels, si les messages textes sont des spams ou pas. Il arrive à trier le bon grain de livret et a priori, hein, à attirer ton attention, même sur des numéros inconnus, mais qui sont sérieux, quoi, hein, sur des choses importantes. Et puis, il y a la fonction qui attend pour toi au téléphone, hein, qui Ouais. effectivement, ça peut être pratique. Je reconnais, pourquoi pas. Après, écouter la musique ou pas, t'attends pas moins longtemps. Ah non, ça c'est Mais sûr. Ça te tu vois? raccourcit pas le temps. Donc bon, après, Android aussi commence à avoir ce genre de fonction C'est où vrai. le téléphone répond pour toi, pour t'éviter de répondre à trop de spam, hein. En Mm. réalité, ça te dit ça en dit long sur la situation, du spam téléphonique, hein. C'est vraiment un fléau partout dans le monde manifestement puisque les il commence à y avoir des protections à l'intérieur des téléphones pour ça, c'est terrible. Non, non, mais ça pour le coup, oui, c'est plutôt cool. J'avoue que c'est bien, c'est plutôt pratique. Un truc que je trouve cool aussi avec la recherche visuelle que tu décris, donc aujourd'hui c'est dispo avec les iPhones qui ont Apple Intelligence avec la caméra, et maintenant ça va être disponible pour ce qu'on se voit à l'écran. Finalement, c'est l'équivalent de ce qui est déjà développé depuis pas mal de temps à la concurrence avec ce qu'on appelait le Circle to Search, donc tu entoures quelque chose et puis qui a à ton écran et ça va le rechercher. Là, ce que je trouvais quand même juste très malin, c'est le fait que ça passe par le raccourci qui permet de faire une copie d'écran. C'est vrai que quand on a un iPhone, on est habitué à faire ce raccourci, d'ailleurs souvent par erreur, pour faire des copies d'écran. Et ben là, quand on fait la copie d'écran, en plus, en bas de la copie d'écran qui est faite, on a la possibilité de faire une recherche dessus. Et je trouve ça plutôt cool. Un petit mot quand même, il y a pas mal de choses qui sont présentées dans cette conférence, qui ont été présentées dans cette conférence et qu'on vous relaie là dans l'épisode, qui s'appuient sur Apple Intelligence, pour pas dire l'intelligence artificielle d'Apple qui tourne en local dans le smartphone. C'est le cas aussi de la traduction. Et ça donne des indices aussi pour la disponibilité de ces fonctions. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez avoir iOS 26 sur votre iPhone que vous allez avoir accès à toutes ces fonctions. Il vous faudra, pour toutes ces fonctions basées sur l'intelligence artificielle, au moins un iPhone 15 Pro. Donc, ça va mettre quand même pas mal de monde de côté encore aujourd'hui. Et puis même, se pose une autre question de qu'est-ce qui sera dispo en Europe et qu'est-ce qui sera dispo en France. On le rappelle, la recopie de l'iPhone, cette fonction qui permet de contrôler son iPhone à distance depuis un Mac, est bloquée en France, peut-être même en Europe si je dis pas de bêtises, mais en tout cas en France, pour des, je cite, incertitudes réglementaires. Donc il faudra voir ce qui arrivera à passer au travers du filet de l'incertitude réglementaire. On continue un petit peu avec iPadOS parce que là, c'est marrant de voir que l'histoire se répète. Tu as déjà relayé, Guillaume, au travers des annonces Apple au fil des années, cette quête
sans but probablement de la part d'Apple de faire en sorte que l'iPad soit un ordinateur mais ne soit pas un ordinateur. Et en fait, je pense qu'on s'y perd. Juste un petit mot pour dire que les propositions qui sont faites à cette WWDC, qui ont été présentées à cette conférence concernant la gestion du fenêtrage dans l'iPad, semblent pour une fois plutôt pas mal. On a quand même les fenêtres qui ressemblent de plus en plus à des fenêtres d'un Mac, avec les feux tricolores qui permettent de fermer, de réduire ou d'agrandir la fenêtre. On a même le menu qu'on a traditionnellement dans macOS en haut de l'écran pour les applications, toujours ferré en haut de l'écran, et ça va être la même mécanique qu'il va y avoir pour l'iPad. Donc il y a un vrai rapprochement qui est encore plus vrai que les autres années entre l'iPad et le Mac. Et on peut presque se demander, mais pourquoi diable est-ce qu'il y a... Alors, il y a Fichier aussi au passage, hein. Vous savez, l'explorateur de fichiers sur iPad qui vous permet de consulter plus de choses. Il y a aussi Aperçu, qui est une application qui est très cool sur Mac, qui permet de consulter les fichiers sans application tierce, que ce soit les images, que ce soit l'audio, etc. Aperçu vous permet de lancer pas mal de choses nativement avec le Mac. Ça arrive aussi sur l'iPad et c'est tant mieux. Et donc, on en arrive à cette question. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire absolument ce rapprochement? Pourquoi est-ce que finalement ils veulent pas permettre d'installer et optimiser un macOS pour l'iPad si jamais on doit aller jusque-là? Ça va loin, hein, ça va jusque dans le changement du petit curseur quand vous avez un trackpad ou une souris qui est rattachée à votre iPad. Et là, bah, je pense que tu n'as pas plus la réponse à la question, Guillaume, que les autres années, à cette question que tu posais toi-même. Mais pourquoi diable est-ce qu'il y a cette quête de rapprocher l'iPad d'un Mac? Est-ce que tu as un embryon de réponse cette année? Bah, disons que cette année, effectivement, ils sont allés très loin ouais, ils sont allés très loin dans la blague, quoi, parce que Ouais, l'iPad devient vraiment un Mac qui n'est pas un Mac, c'est quelque clair. part. Et c'est assez intéressant parce que finalement, qu'est-ce qui sépare, en vrai, un Mac d'un iPad? Bah, c'est juste qu'il y en a un qui a un magasin d'applications fermé, qui a un écosystème fermé, et C'est vrai. l'autre, c'est une base Unix Ouais, ouverte. c'est vrai, t'as raison, C'est t'as ça, ça raison. peut être une certaine différence, tu vois? Et en réalité, je pense qu'ils sont un peu emmerdés parce que, ils ont sorti un iPhone qui marche super. Bon, il y a une machine hybride au milieu Ouais, qu'ils envisageaient comme une machine bah, voilà, une de machine, substitution de d'entertainment, quoi, on va l'ordinateur. dire, une Ouais. machine qui était plutôt axée sur la consommation de contenu et sur le divertissement. Mais il se trouve que des gens travaillent dessus, les cons. Du coup, bah, J'en on fais met des partie. trucs de plus en plus de productivité, on essaye de Ouais. favoriser effectivement aussi de cette clientèle-là qui existe et qui est très bien. Et donc, du coup, bah oui, forcément, l'iPad, il se maquise. Mais le truc, c'est que, bah, il sera jamais un Mac parce que Mmh. sinon ça veut dire ouvrir un magasin d'applications, donc Mmh. ils veulent pas, quoi. Mmh. Donc il y a vraiment, cette espèce de oui, peut-être de schizophrénie où, bah, on a, un quasi Mac, mais qui est quand même dans l'écosystème fermé iOS, mais qui se comporte pratiquement comme un Mac, qui est aussi sous le tu vois, Mmh. qui est plus ouvert. Après, il y a aussi une question de prix, hein. En général, les Macs Évidemment. peuvent, aussi être accessibles moins cher. C'est vrai. C'est compliqué de concilier les 2, hein. Ils ont toujours ce problème. Et puis il y a, d'ailleurs cette volonté va jusque dans le fait qu'il y ait des applications. On sait aujourd'hui des applications qui tournent en arrière-plan sur l'iPad sont hyper limitées. L'export d'un fichier vidéo, par exemple, peut être vite bloqué par le fait qu'il tourne en tâche de fond. Et là, en l'occurrence, ils ont trouvé une espèce de palliatif, et donc ça va fonctionner pour l'export en tâche de fond, par exemple. Enfin, il y a des fonctions qui vont tourner en tâche de fond, mais il y a cet indicateur visuel qui te montre bien que très exceptionnellement, tu as une tâche, en arrière-plan qui se passe. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre ce comportement. On verra ce qui arrive à se concrétiser dans les usages. On continue parce que toi-même, en anticipant les sujets qui allaient être annoncés dans dans la WWDC 25, il y avait cette rumeur dont on avait vu poindre le bout du nez, qui est l'arrivée d'un Steam d'Apple. Donc c'est vrai et pas vrai. Donc il y a une application, en tout cas Games, jeu en français, qui arrive sur à peu près tous les appareils. Alors pas les montres, mais en tout cas l'iPad, le Mac et l'iPhone vont y avoir droit. Et c'est une espèce de, on l'appelait Game Center sur iOS, boosté aux stéroïdes. Donc c'est tout à la fois un espèce de magasin d'applications sur lequel on va avoir la possibilité d'aller installer des jeux. On va aussi avoir la possibilité de voir des classements, on va avoir des recommandations et on va avoir des espèces de challenges un peu sociaux. Donc si jamais toi et moi, Guillaume, on veut se lancer un défi sur iPad sur Balatro, on pourrait le faire via jeu d'Apple. Il y a aussi cette fonctionnalité de Game Overlay sur iPad
iPad et sur Mac, donc qui est cette interface qui permet juste de régler les choses un peu simples de type luminosité, son, etc. Notification probablement quand vous jouez à des jeux qui vous prennent tout l'écran, genre un Assassin's Creed Shadows par exemple, qui est souvent mis dans les exemples. Et puis il y a aussi des évolutions, alors là qui méritent d'être assez, enfin qui seront peut-être intéressantes à décortiquer. Derrière la version Metal 4 d'Apple, avec de l'interpolation d'images, donc on va rajouter des images comme le fait le DLSS ou le FSR, donc Apple va proposer ça avec MetalFX, et puis il y a MetalFX Denoising aussi pour le rendu en temps réel, du ray tracing et du path tracing, donc c'est des choses sur lesquelles on sent qu'ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice pour les moteurs de jeu. Alors un petit comble quand même, dans les présentations dans la WWDC, je ne sais pas si tu as vu les images et les vidéos Guillaume, mais c'est dingue de voir que tous les jeux que présente Apple comme étant fonctionnels sur iPad ou sur Mac rament et semblent être coincés à 30 images par seconde. Probablement qu'il y a un souci d'honnêteté de leur part, contrairement à l'année dernière où ils ont avancé beaucoup de choses mensongères autour d'Apple Intelligence. Mais enfin là, ça me paraît quand même pas très vendeur. Bref, est-ce que tu es prêt, Guillaume, avant qu'on clôture cette WWDC, à me dire si enfin tu vas utiliser un Mac comme machine de jeu? Bien sûr que non, mais quelle idée. Bon, t'en Quelle penses idée. quoi en tout cas de ce Steam d'Apple? Pas grand-chose, honnêtement. Ok. C'est intéressant de voir l'évolution de Metal, hein, parce qu'effectivement, tu as parlé du denoising et Mm. de la génération d'images. C'est vrai qu'il y a une mise à niveau, puisque bon, finalement, on arrive à un équivalent du DLSS 3, où ils ont le ray tracing, ils ont tout, hein, ils ont tout le confort moderne. Après, oui, ils ont aussi ils ont des cartes graphiques, enfin des GPU qui sont assez correctes, hein, mais c'est quand même assez cher, hein, pour jouer, pour avoir une bonne GPU, c'est quand même assez Mm. cher. La mémoire, elle est aussi très chère, hein, chez Apple. Or, il faut beaucoup de mémoire vidéo, il faut pas mal de mémoire centrale pour jouer dans des conditions qui sont vraiment confortables. Et quand tu partages les deux, bah, du coup, forcément, c'est pas si évident que ça non plus. Non, puis bon, il y a pas mal de jeux qui sortent maintenant, c'est vrai, hein, et qui C'est vrai, de qui plus en fonctionnent plus. bien, on va dire, hein, sur Mac. Donc ça devient une plateforme crédible. Est-ce De qu'ils se là vendent à beaucoup? Je dire, sais pas par contre. comment? Est-ce qu'ils se vendent beaucoup sur Mac? Ah, alors Je sais ça, pas, j'en ai je suis aucune pas idée. sûr Ça, justement. j'en ai aucune idée. Mm. Mais bon, disons que dire que Mac c'est une plateforme de jeu, ouais, enfin c'est possible de jouer, mais enfin de là à dire que c'est pareil, enfin que oh là là, ils vont rejoindre le PC, ils vont concurrencer le PC. Non, mais dans tes rêves, enfin ils ont un chemin mais très 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 Mm. long. De fait, si tu veux, on parle du Mac et pour le coup. Voilà, le jeu sur Mac, à mon avis, c'est très très loin. Par contre, iOS, pour le coup, est une plateforme de jeu. C'est Ça vrai. joue énormément sur iOS. Et Mais Apple quand fait même beaucoup énormément de plus. Donc, revenus sur la Apple base du fait jeu, hein. beaucoup de fric, voilà, c'est exactement sur le jeu vidéo, c'est une vraie plateforme de Mm. jeu. Mais iOS, le téléphone, tu vois, éventuellement l'iPad. Mm. Après, les jeux AAA style Assassin's Creed sur Mac, à mon avis, ça reste voilà, ça reste anecdotique. C'est sûr. Bon, en tout cas, quitte à être un acteur important dans le domaine financier du jeu vidéo et d'avoir beaucoup de revenus sur la partie mobile, après tout, d'unifier ça derrière une plateforme type Games, pourquoi pas, ça peut apporter son plus. Un petit mot sur macOS, je ne vais pas en dire grand-chose. Peut-être juste qu'on peut préciser, c'est le dernier avertissement de la part d'Apple avec cette version macOS 26 Tao, qui est donc la dernière qui sera compatible avec les Mac Intel. À partir de l'année prochaine, exit les compatibilités avec les Mac Intel. Quelque part, j'imagine on peut les comprendre avec le temps. Ça fait maintenant pas mal d'années. Il y a juste un mot pour dire qu'il y a Spotlight, qui est un truc que je trouve très cool sur Mac, que d'ailleurs, même des utilisateurs sur Windows aiment bien installer des applications qui font la même chose. C'est des lanceurs, donc c'est une espèce de barre de recherche à la Google que vous avez sur le milieu de votre écran et que vous pouvez invoquer avec un raccourci clavier qui vous permet de faire plein de choses, notamment de lancer des applications, de rechercher des choses sur votre ordi. Et honnêtement, sur Mac, c'est vraiment un truc qui est très très cool et moi j'aime beaucoup utiliser ça, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et il va être boosté aux stéroïdes dans cette version de macOS, puisqu'on va pouvoir avoir beaucoup d'actions, notamment avec raccourcis, qui vous permet de faire des petits enchaînements de programmation et d'automatisation, mais aussi d'invoquer des fonctions de vos applications, par exemple rédiger un mail, par exemple lancer un podcast, etc. Tout ça avec des instructions dans Spotlight. Et honnêtement, franchement, je me réjouis de voir cette fonction. Je suis sûr que ça va me permettre de gagner énormément de temps. Je vais terminer avec les grands absents et puis tu pourras compléter si jamais il y a des choses importantes que j'aurais laissé passer, Guillaume, à tes yeux, notamment un absent qui est HomeOS, donc la partie domotique qui avait toute une place dans d'autres WWDC n'a pas du tout été évoquée. Peut-être qu'elle sera évoquée avec l'annonce de nouveaux produits. On parle de HomePod avec écran à la rentrée, ça reste des pures rumeurs. Et puis VisionOS qui propose maintenant des widgets, donc vous allez pouvoir mettre votre Apple Vision Pro pour avoir un cadre photo, un calendrier numérique ou
une horloge que vous situerez dans un endroit précis dans votre intérieur et il sera toujours à cet endroit-là à chaque fois que vous remettrez votre casque. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça fait cher la pendule à 4000 balles, mais après tout, c'est une pendule très très classe et virtuelle. Un petit mot aussi pour dire que donc il y avait beaucoup de fonctions qui étaient présentées comme étant appuyées sur Apple Intelligence dans cette conférence et pourtant qui n'étaient pas libellées très explicitement. Enfin voilà, ils n'ont pas fait des caisses autour de l'IA comme l'an dernier, à croire qu'ils ont retenu de leurs erreurs et je pense que ça leur va pas plus mal de ne pas prétendre concurrencer ChatGPT quand on ne peut pas le faire. Et puis un dernier élément que je voulais mentionner, qui n'est pas un absent, mais qui est quelque chose qui a été mentionné très très vite dans la conférence, et c'est Corben qui l'a, en tout cas dans ma veille, c'est lui qui l'a mis en lumière. Il y a un service de containerisation que propose maintenant Apple sur macOS, en fait qui est déjà dispo, mais qui va être encore amélioré avec la sortie de macOS 26, qui permet très très facilement et de manière extrêmement élégante et très économe en énergie de faire de la virtualisation. Donc par exemple pour lancer un serveur virtuel Ubuntu sur votre Mac et de manière extrêmement optimisée. Donc je ne l'ai pas testé, j'aimerais bien prendre le temps de le tester. Corben dit que de son côté c'est vraiment hyper optimisé et très agréable à installer et c'est complètement compatible avec les images Docker qui existent. Peut-être qu'on a là une voie vers quelque chose de plus simple pour les développeurs, pour macOS, pour créer des environnements de développement. À suivre, évidemment. Guillaume, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues passer, que ce soit dans la veille, dans la conférence, qui concernent Apple et que tu aimerais souligner? Ouais, moi je vais vous parler d'un truc Apple qui n'a rien à voir avec le WWDC, hein, bien que ce soit sorti aussi récemment. Ouais. C'est un article de recherche, donc de chercheurs de chez Apple, et donc il y a on lit parmi les auteurs Sami Bengio d'ailleurs qui travaille chez Apple et qui est le frère de Yoshua Bengio, le prix Turing. Et c'est un article qui concerne les chatbots qui réfléchissent, ouais, qui vous encourage à relativiser un petit peu vos attentes, hein, sur ces IA qu'on nous survend volontiers en permanence. Alors l'idée de cet article-là, c'est pas très compliqué, hein. On va prendre quatre types de modèles dont on peut contrôler la difficulté, pas quatre types de problèmes, pardon, quatre types de problèmes dont on peut contrôler la difficulté comme on veut. Et après, on va les donner aux IA en montant la difficulté progressivement, de cran, puis voir comment elles se débrouillent. Les problèmes sont pas sorciers, hein, c'est les tours de Hanoï, par exemple, hein, que vous connaissez sans doute. Il y a aussi le jeu de dames, mais le jeu de dames a une dimension. Vous avez des pions noirs à gauche et des pions blancs à droite, puis vous avez un blanc, donc au milieu, et puis ça, c'est sur une ligne, et puis après, vous faites comme aux dames, c'est-à-dire vous pouvez pas aller, enfin, vous pouvez aller que dans un sens, et puis que sauter par-dessus un autre pion, et le Mhm. but, c'est d'inverser les noirs et les blancs. Il y a aussi une variante de la chèvre, le chou, le loup, et Oui, tout ça, là, génial. de traverser la rivière, mais on Ouais. change le nombre d'objets de prédateurs. Donc, je sais pas, il y a un loup, une poule, un chou, du blé, que sais-je, des Oh trucs comme là, ça. Et puis, c'est bon, la il faut ferme. essayer de traverser, quoi. Il y a toute la ferme, mais il faut traverser quand même. Donc, des problèmes qui ont une solution assez mécanique, mais qui deviennent vite chiants si on augmente le nombre de disques, par exemple, dans la tour Ah, de Hanoï, ou de pions, etc., d'objets, etc. Donc, ils ont pris les meilleurs modèles actuels, ou presque, hein, donc le Claude 3.7, DeepSeek R1 et O3 Mini, puis ils ont constaté qu'il y avait trois cas de figure en fonction de la complexité du problème. Quand le problème est assez simple, genre vous avez trois disques, hein, sur les tours de Hanoï, réfléchir, ça sert à rien. Les modèles de base qui réfléchissent pas font aussi bien, de manière bien plus économe, beaucoup plus vite. Quand la complexité devient moyenne, genre 4 disques, là, réfléchir devient intéressant. On arrive à résoudre des trucs au prix de beaucoup plus de tokens, mais on arrive à résoudre plus de choses. Et enfin, à partir d'un certain seuil, quand les problèmes deviennent trop durs, c'est la cata, parce qu'il n'y a plus personne qui y arrive. Pour les tours de Hanoï, ça monte en 2 puissance n, hein, avec n, c'est le nombre de disques. Donc on pourrait se dire que c'est pas étonnant, 10, Claude, il a du mal, c'est normal, il faut dans les 1000 mouvements minimum, hein, donc même s'il a techniquement assez de contexte pour le faire, bon, ça fait quand même très long. Par contre, pour les dames, ça monte quand n au carré, et or les performances des LLM sont notablement plus faibles encore. C'est peut-être une indication que les tours de Hanoï, c'est un truc qui est très très connu, alors que un jeu de dames à une dimension, peut-être que c'est beaucoup moins présent dans la littérature, et que du coup, ils en ont beaucoup moins vu. mm. Mais bon, globalement, l'effondrement des IA est quand même assez étonnant si on considère qu'elles réfléchissent, entre guillemets, et que donc, du coup, elles pourraient généraliser des raisonnements sur des processus qui sont fondamentalement mécaniques. On a des algorithmes pour ça, hein, pour ces trucs-là, on a des algorithmes qui permettent de résoudre tout ça optimalement. Les tours Ouais. d'Hanoï, on a un algorithme, il n'y a aucun problème. Or, quand on leur donne cet algorithme, donc quand on leur donne la solution finalement, dans le prompt, ben, ça les aide absolument pas. Elles ne semblent pas capables de suivre cet algorithme, de l'exécuter, ce qui encourage quand même à relativiser le mot intelligence dans intelligence artificielle. Tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. Effectivement, quand on te donne un problème et on te dit la solution c'est ça et qu'ils ne sont pas capables de l'appliquer, ça permet effectivement de pas mal relativiser ce côté capacité de réflexion de la part de ces modèles. Bon, bah écoute, merci. À chaque fois, Guillaume, tu sais, quand tu relais ces types de travaux de recherche, moi ça me rassure. Je me dis, ça va, on va pas tout de suite se faire remplacer par des IA massivement. Il faudra attendre encore très longtemps, donc peut-être quelques mois ou quelques années, va savoir. Bon, allez, un petit mot avant qu'on enchaîne sur la suite pour vous rappeler que Tech Café est disponible en financement participatif sur Patreon. En fait, la réflexion qu'on sait, moi-même, je me la fais quand j'écoute des podcasts, c'est donc je l'écoute chaque semaine, ce podcast, depuis très longtemps, depuis des mois, parfois des années. Est-ce que je devrais le soutenir financièrement? Et honnêtement, c'est une question, très souvent, on répond, bon, je verrai plus tard, quoi. Et on se le pose tous à un moment donné. Et pourtant, quand le contenu est gratuit, régulier, sans pub intrusive, avec des infos, je l'espère, claires, avec un sujet aussi important que la tech et qui en plus nous intéresse, c'est important. Tech Café, vous le savez, c'est pas une entreprise multinationalement cotée avec un millefeuille fiscal pour faire de l'évasion massivement. C'est assez humble et c'est pas non plus un média qui est financé massivement par des annonceurs. C'est pas une chaîne YouTube boostée à l'algorithme ou peut-être même une chaîne Twitch boostée avec les subs. C'est un travail de petites mains, éditorial, exigeant, fait avec passion, professionnalisme, je l'espère, et puis qui repose évidemment beaucoup sur votre soutien. Alors, je pourrais que vous inviter, là maintenant, à devenir membre du club Tech Café, de la plateforme de financement participatif de Tech Café sur Patreon, pendant que vous écoutez ce message. Et puis, en acceptant de faire ce geste, vous donnez une vraie valeur au contenu que vous aimez. Et puis, vous accédez, vous le savez, c'est une contrepartie que vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier. Ça, vous ne voulez pas que ça disparaisse. Un flux privé qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub, avec même parfois des publications en avant-première et quelques bonus exclusifs. Et donc, si vous êtes déjà demandé est-ce que je devrais pas soutenir Tech Café, la réponse, c'est forcément oui. Et pour ça, il y a deux méthodes. Il y a deux moyens de le faire. En tout cas, soit vous êtes dans la situation où vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, là, pendant que vous m'entendez vous raconter cette incitation à participer. Et ça, je vous comprends, notamment si vous êtes en voiture. Surtout, ne lâchez pas le volant et continuez votre route. Par contre, peut-être que vous pouvez trouver un moyen pour faire pause dans le podcast. Peut-être que vous avez des raccourcis pour ça. Et puis, testez les instructions vocales sur votre iPhone ou votre smartphone Android ou tout appareil connecté que vous avez dans votre voiture et lui demander, vous allez pouvoir tester sa capacité à vous faire un rappel. Donc, vous lui dites, rappelle-moi d'aller visiter patreon.com/techcafé ce soir quand je rentre à la maison. Déjà, vous allez pouvoir nous dire en retour, peut-être sur le serveur Discord, si ça fonctionne bien ou si ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, vous aurez la possibilité de le faire ce soir et de vous inscrire au moins sur la partie gratuite. Et peut-être même que vous n'êtes pas en voiture, peut-être que vous êtes en ce moment en train, doucement mais sûrement, de vous diriger vers le sommeil, comme le laissait imaginer mon fils, comme je vous le relayais en intro. Et auquel cas, si c'est le cas, vous avez tout à fait le temps de lancer peut-être votre smartphone qui, je le sais, vous sert de réveil, peut-être une tablette, peut-être que vous êtes en train de faire la cuisine. Vous pouvez attendre pendant que les pâtes rissolent d'aller sur un appareil à côté de vous, patreon.com/techcafé. Là encore, vous pouvez vous abonner à la partie gratuite. C'est la manière la plus rapide et la plus simple de nous soutenir. Et puis, peut-être que par la suite, vous aurez l'opportunité de passer à la partie contribution financière. D'ailleurs, vous aurez peut-être même de la part de Patreon des offres à ce sujet. Si vous êtes déjà abonné sur la partie gratuite, franchement, toutes les possibilités sont à envisager. Merci d'avoir écouté ce segment. On continue avec des ruptures non conventionnelles. Et Guillaume, c'est vrai que depuis des mois, quelque part dans notre fort intérieur, on attendait ça, fébrilement. On sentait que ça allait arriver. Il y a un drama. Mais un drama version XXL, quoi. Le gros drama. Guillaume, c'est quoi ce gros drama ? Ouais, vous avez pas pu la rater, c'est fait. De toute façon, là, c'est fini, plus personne ne regarde Plus belle la vie, enfin. Tout le monde est sur X, sur Truth Social pour voir Godzilla se friter avec Mothra. Bon, c'est un peu moins spectaculaire que le combat en stop motion de deux gros monstres en carton, puisque ça se fait à coup de messages, textes, des tac-tac sous la ceinture, mais c'est marrant quand même. Franchement, j'ai quand même bien rigolé, ça fait du bien, Ah parce que, ouais. soyons honnêtes, l'actualité, et même tech, n'est pas si souvent géniale, ça prête pas si souvent à rire. Alors bien sûr, quand les Don Elon se tapent, on prend Popcorn et Glass Vanille, Stracciatella, quoi,
Bon, on va revenir, avec un tout petit peu plus de recul sur le sujet. Ça a commencé juste après que Musk, et une partie de son équipe soient partis des locaux gouvernementaux qu'ils occupaient et qu'ils ont d'ailleurs ravagé comme une horde de sangliers en rut, hein. Il y avait quand ils sont partis, il y avait des canettes de bière, de la bouffe moisie, des cafards et des rats Je sais pas si attirés c'est par des avéré montagnes de ça. marijuana abandonnées. J'exagère pas, hein, c'est The Independent Oui. qui le rapporte, hein, mais à part ça, Musk, il est clean, hein, pas de souci. Je Sans sais aucune sur oui. excuse-moi, j'arrive toujours pas à savoir si ce truc est vrai ou pas. J'ai toute bonne raison de penser que c'est vrai, mais c'est tellement énorme, hein, je peux pas Écoute, m'empêcher, de penser que ça peut être je bah, déformé comme voilà, j'ai pas information. vérifié, enfin, j'ai pas pu aller vérifier. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est voilà, c'est relaté par The C'est Independent. vrai. Ça a été Mmh, relayé par plein d'autres médias d'ailleurs, mais bon, exact. je sais pas s'il y a d'autres sources à voir. En tous les cas, sans aucune surprise, Donald Trump et Elon Musk sont passés de meilleurs potes à ennemis mortels en moins de 6 mois. La raison, c'est qu'ils ont arrêté de faire semblant, hein, tout simplement. Ça avait déjà commencé finalement avec, la semaine dernière quand Elon avait dit que le budget superbe et magnifique du POTUS c'était un gros tas de merde. En substance, il a dit ça. La raison invoquée, c'était que ça allait creuser la dette et donc, bah, réduire à néant les efforts incroyables du Doge. L'autre raison, c'est sans doute, bah, que le budget est anti-véhicule électrique, bah, qu'il est pro-pollution en gros, hein, voilà, Mmh. et puis qui vire toutes les incitations pour avoir des véhicules moins polluants, mais aussi toutes les régulations pour la qualité de l'air, et cetera, et cetera. Alors bien sûr, ça arrange pas trop Elon qui produit des voitures électriques, des panneaux solaires et qui vend des crédits carbone aux autres, hein. Trump affirme qu'Elon était au courant, ce qu'il nie d'ailleurs. Il commence à dire que sans lui, Trump aurait perdu. Donald répond qu'une bonne manière de faire des économies, ce serait d'arrêter de faire des contrats avec les boîtes d'Elon Musk. Donc, bah, Elon, il a menacé sur le champ d'arrêter la capsule Dragon pour la NASA. Ce à quoi on lui a dit: «Oh là là, oh, déconne pas mec, il y a des gens dans l'ISS, ils vont crever, hein, si tu fais ça». Donc, quand même. Et puis là, on arrive à la bombe. Si Trump a pas déclassifié les dossiers Epstein comme il avait promis, c'est parce que dedans, ben, il y a des dossiers qui l'incriminent. Bon, alors, de toute façon, on sait par ailleurs que Trump connaissait très bien Epstein, qu'il Ouais. il y a des photos d'eux ensemble. Il a volé dans son jet en 2002, hein. Il déclarait qu'il connaissait Epstein en 2002. Il a déclaré qu'il connaissait depuis 15 ans Mmh. et que c'était un sacré show et qu'il aimait les belles femmes autant que lui, je cite. Il est toujours absolument pas clair, néanmoins, qu'il soit allé sur l'île. Ça, je n'ai aucune idée, et c'est pas non plus ce que dit Elon, il n'y a pas de preuve, j'en sais rien. Mais bon, c'est quand même une insinuation assez lourde qui montre le niveau de détestation entre les deux hommes, et ça fait une bonne télé-réalité, surtout ça fait du bon drama. D'ailleurs, l'application X est passée de la 68e à la 23e place aux États-Unis, hein, sur l'App Store, cette semaine. Truth, pareil, hein, c'est un petit peu pareil chez Google Play, mais un peu plus modéré. Donc Donald a viré sa Tesla, alors il a revendu, la donnée, je sais pas, on sait pas exactement, mais il s'en est débarrassé, ça et toutes les photos qu'ils avaient prises en faisant des grimaces au photomaton en mangeant des barres à papa, si tu te souviens. Chacun pense que l'autre est devenu fou, comme tous les couples qui se déchirent, hein, submergés par les rancœurs et les années d'amertume muette, enfin, pas les années là, mais bon. Elon a salué l'envoi de chars à Los Angeles quand même, donc il est fâché, mais il est pas moins con pour autant. Ça, il faut quand même bien se rendre compte. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Donald va-t-il vraiment couper les contrats avec SpaceX? Non. Parce que la NASA ne sait plus rien faire seule. Sans SpaceX, ils sont cloués au sol, donc ils n'ont aucun moyen de gérer l'ISS, sans compter que Starlink devient de plus en plus important et que les militaires veulent leur propre constellation privée qui s'appelle le Starshield. Donc non, 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 SpaceX, il n'y a pas de problème. Tesla, bon, c'est pas aussi crucial, hein, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs, hein. Le gouvernement pourrait se passer de Tesla sans aucun problème. Mmh. Ça priverait Elon que de quelques dizaines de millions de contrats. Cela dit, Musk et Trump ont des moyens de se faire du mal mutuellement. En plus de SpaceX, Musk reste très médiatique, hein. Il a une base de fans sur X qui est considérable, qui est d'ailleurs passé de pro-Trump à anti-Trump en 24 heures, ce Ouais, qui est c'est vrai. spectaculaire en C'est soi. fou. Il a travaillé à promouvoir Trump, il peut faire l'inverse, Mmh. mais Trump, il a de gros moyens d'emmerder lourdement Elon, et de manière souvent indirecte, donc par des réglementations, quoi, qui mettent des bâtons dans les roues de ces taxis autonomes, hein, qui clouent au sol les essais de Starship, qui réduisent les ventes de voitures, bah, ça c'est déjà commencé, voilà, qui réduisent les bénéfices de ces crédits carbone. L'action de Tesla a lourdement chuté vendredi 4 juin, d'ailleurs, hein. Tesla avait vraiment pas besoin de ça. On a même évoqué qu'au début, Musk, qui est sud-africain, aurait pu travailler de manière illégale aux États-Unis. C'est un article du Washington Mmh. Post de fin 2024 qui le révèle. Est-ce que ça pourrait pas donner lieu à une enquête, tout ça? Il y a des petites tracasseries administratives qui pourraient aller loin, hein, dans un régime s'y prend à déporter les gens et à envoyer des chars à tout va, hein. Bon, là, on n'en est pas là, évidemment, mais perso, moi, j'ai mon popcorn et je veux encore du spectacle. C'est vrai qu'on en veut encore. Il y en aura d'autres, hein, de toute façon, j'en suis persuadé, même si là, on est à une espèce de pic d'intensité relationnelle. Mais je me demande encore une fois, avec le recul, qu'est-ce qu'il a imaginé Elon Musk en allant soutenir aussi massivement et aussi, de manière aussi incarnée Donald Trump? Qu'est-ce qu'il imaginait? Est-ce qu'il imaginait que ça durerait longtemps? Bon, j'imagine que oui, sinon il l'aurait pas fait. Ou est-ce qu'il est fondamentalement stupide? Je me rends pas compte, mais
il y a presque un côté, c'était évident que ça allait se terminer comme ça. On va regarder un petit peu les différentes conséquences et tout ce qui gravite autour de cette situation, avec, ouais, tu le disais Guillaume, une situation pour la NASA qui pourrait être très compliquée, hein. Mais on en sait un petit peu plus sur ce qui pourrait attendre la NASA dans les prochaines années suite aux coupures prévues par le prochain budget. Donc en gros, c'est le Sénat, hein, qui ça vient du Sénat, ces propositions-là. Donc on garde le SLS. Le SLS, c'est l'énorme fusée extrêmement chère pour les missions Artemis, Mhm, parce que ça fait des emplois, en gros, et puis on run sur les budgets scientifiques parce que tu sais, la science, hein, bon, voilà. Donc il y aurait des SLS pour Artemis 1, 2, 3, plus ou moins comme prévu, mais aussi pour les 4 et 5. Et la petite station en orbite lunaire, donc le Lunar Gateway, est aussi conservé. Par contre, le budget science de la NASA est coupé de 7,33 à moins de 4 milliards. Alors la Lune semble être une priorité, mais Mars beaucoup moins. Alors, médiatiquement, je sais que les États-Unis restent focus sur Mars aussi. Mais en réalité, c'est quand même beaucoup moins clair. Une des technologies qui, à long terme, pourrait nettement faciliter l'accès à Mars en particulier, mais à tout le système solaire en général, c'est la propulsion nucléaire. Et c'est mhm, d'ailleurs un sujet qui était cher à Jared Isaacman, l'ex-futur directeur de la NASA, qui ne sera pas futur directeur de la NASA, qui y voyait une pièce maîtresse pour l'expansion spatiale de l'humanité, hein. Alors le prochain budget ne prévoit pas de faire sortir sa technique des labos. Le projet Draco est annulé et il aurait pu être la première mission à utiliser ce nouveau type de réacteur. Enfin, nouveau, non. Nouveau dans le sens où ça a jamais décollé, mais c'est pas du tout une nouvelle idée. Ça date des années 60, hein. Et dans l'idée d'ailleurs, c'est pas très compliqué, hein. Qu'est-ce que c'est un moteur de fusée nucléaire? Ben, on prend un petit réacteur nucléaire, alors petit, hein, comme il pourrait y en avoir dans un sous-marin, par mhm. exemple, typiquement, pour avoir une source de chaleur très très intense et permanente, et puis ensuite on envoie de l'hydrogène liquide au contact du cœur. Et bah, du coup, c'est très, très, très chaud, c'est 5000 degrés quoi, ça vaporise complètement instantanément le liquide, qu'on le fait Mhm. sortir par une tuyère, mais genre, très, très fort quoi, hein. Et bah, ça propulse très bien ça. Et l'hydrogène, c'est pas rare, hein, enfin, ni sur Terre ni dans l'univers d'ailleurs, et puis pour le maintenir liquide dans l'espace, c'est pas très dur. Donc ça fait des moteurs fusées qui Pratique. seraient plus de 2 fois plus puissants et efficaces. Oui. Mhm. Non, c'est pratique du coup, c'est très pratique. Bah, ça peut être, voilà, ça peut être pratique. Alors ça nécessiterait du coup 2 fois moins de carburant pour le même trajet. Mhm. Sur un aller-retour avec Mars, ça compte énormément. En fait, ça pourrait même simplifier massivement la mission, parce qu'on pourrait emporter assez de carburant pour l'aller et pour le retour, ce qui est pas possible avec une production chimique conventionnelle. Alors, des protos de ces moteurs ont déjà été faits sur Terre, mais ils ont jamais volé. Et il semblerait que ça soit plus trop dans les projets. Bon, bonne, mauvaise chose, c'est compliqué parce que bon, c'est quand même c'est du nucléaire Ouais, à mettre au point. C'est difficile quand il y a des accidents, c'est compliqué. ça peut être embêtant. Ben oui, donc l'espace, c'est compliqué, le nucléaire, c'est compliqué, donc les 2 à la fois, c'est giga compliqué, hein, mais aller sur Mars avec des moteurs conventionnels aussi, c'est giga compliqué. Parce que le projet de Musk, c'est d'amener sur place de quoi faire le carburant sur Mars. Mhm. Ça, c'est délire aussi, hein, Mhm. parce qu'il faut prévoir une centaine de fusées qui envoient le nécessaire pour créer sur place de quoi faire du méthane et de Ouais, l'oxygène liquide c'est pour dingue. pouvoir repartir. Donc ça, c'est quand même très ambitieux. Mhm. Il faut, bien se rendre compte que l'exploration interplanétaire, c'est compliqué, c'est Mhm. difficile, donc est-ce qu'on pourra se passer du nucléaire? J'en sais rien. Bon, en tout cas, on verra ça très vite, hein, puisque bon, Elon Musk, il est chaud comme un crayon d'uranium enrichi, là. Il est chaud comme un crayon d'uranium enrichi, on va le garder en tête. On va regarder aussi ce qui se passe du côté du GPS. Il est, a priori, il y a une course pour trouver des alternatives au GPS, Guillaume. Ouais, on reste dans l'espace un petit peu avec Xona. Mm. Alors Xona qui est pas une maladie qui pique, hein, mais c'est une boîte qui veut créer le successeur du GPS. Ça fait plus Alors que GPS, c'est piquer un super, Xona. Un Zona, ça c'est brûle, c'est pas agréable. J'en ai eu un, c'est pas agréable. Xona, c'est désagréable, c'est désagréable. Et puis la Xena, elle est un petit peu brutale Ouh, aussi, elle hein. est, elle est, elle C'est est costaud de la la guerrière. guerrière, elle est difficile. Non, alors le GPS, c'est super, mais c'est américain et bon, alors tout le monde a le sien de toute façon, de Ouais, GPS ou de trucs qui fonctionnent un Galiléo en peu comme le Europe. GPS. Il y a voilà, Galileo, il y a GLONASS en Russie et cetera. Et tous ces trucs ont des applications militaires, en priorité d'ailleurs, c'est même pour ça qu'ils ont été Mhm. construits au début, et évidemment civils quotidiennement, à tel point que j'aurais beaucoup de mal à me passer d'un système de géolocalisation aujourd'hui, hein, c'est vraiment pas moi qui dirais le contraire. C'est clair, moi aussi, punaise. Pouvoir se repérer à une précision de l'ordre du mètre partout, c'est génial, mais on pourrait faire mieux, et surtout on pourrait faire plus robuste. Parce que le principal souci du GPS et de ses cousins, c'est la faiblesse des signaux, et aussi une certaine latence. Et les deux viennent du fait que ces satellites, les satellites qui servent au repérage sont assez hauts, ils sont à peu près à 20 000 km d'altitude. En 20 000 bornes, c'est pas à côté. Et les signaux, ils sont donc atténués par la distance. Ils mettent un certain temps à arriver aussi. Le signal GPS, il est donc facilement brouillé, de manière intentionnelle ou pas. Un signal 5G un peu fort peut le noyer. Un brouilleur radio à 40 balles peut paralyser un aéroport. Ça s'est vu, hein, ça, c'est Mhm. un incident qui a eu lieu. Alors, bien sûr, le brouillage GPS, c'est devenu un sport national en Ukraine, hein. Donc, dans tous les conflits, c'est un enjeu qui est très important. Les satellites GPS sont en orbite moyenne. Et ça a un intérêt énorme parce que plus vous êtes loin,
meilleur vous avez, enfin meilleure est la vue quoi. C'est forcément plus on recule, au plus on voit de choses. Donc chaque satellite couvre une grande partie de la planète, et donc il faut qu'une trentaine de satellites pour la couvrir toute. Mmh. La constellation est donc pas énorme, et c'est ça qui l'a rendu réalisable en réalité, puisque c'est quelque chose qui date des années 80-90, à une époque où chaque lancé était extrêmement cher. La constellation était d'ailleurs pleinement opérationnelle en 93. À cette époque, lancer 2000 satellites comme Starlink l'a déjà fait, c'était pas possible, 12 000, parce que Starlink c'est 12 000 à terme, hein, c'était même pas C'est en vrai. rêve. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait envisageable. Donc on peut imaginer de faire des satellites qui soient plus petits, plus efficaces, hein, plus sophistiqués, puis lancés pour 10 fois moins cher. Et c'est ça le projet de Xona. On veut placer 258 satellites en orbite basse, donc comme les orbites, c'est comme celle de Starlink. Donc c'est-à-dire en gros 10 fois plus près que ceux du GPS. Et donc à la clé, vous avez un signal qui est 100 fois plus fort et vous avez moins de latence. Et le signal sera même tellement fort qu'il serait possible de le capter en intérieur, pourvu que vous soyez pas dans un parking souterrain, quoi, évidemment, ou dans ta Batcave de survivaliste, hein, mais sinon, ça serait beaucoup plus facile à capter. Xona veut aussi que son système soit plus précis, donc dans les 10 fois plus précis aussi, donc une précision de l'ordre de 10 centimètres, hein, du coup, ce qui ouvre la voie à des applications pour les voitures autonomes, par exemple, le repérage intérieur, etc. Et en ce moment, une vraie course pour créer la nouvelle génération de GPS, entre guillemets, qui profitera de la révolution du New Space, c'est-à-dire de cette démocratisation de l'orbite basse des années 2020 par les SpaceX et autres. Donc Xona a lancé un premier appareil de 150 kg pour le test. Il y a TrustPoint, une boîte qui étudie la voie spatiale aussi, comme Xona, pareil. Il y a aussi d'autres pistes, comme les centrales inertielles, qui ont fait d'énormes progrès en termes de performance et de miniaturisation ces derniers temps. Les centrales inertielles, on en fait maintenant des toutes petites. C'est une centrale inertielle, c'est capable de mesurer son propre mouvement. Mais celles qu'on fait maintenant sont toutes petites et tellement précises qu'elles peuvent en déduire leur position à partir d'une position de référence. Elles savent où elles sont à un certain instant, vous les faites bouger, elles savent où elles sont après le mouvement parce qu'elles sont très capables d'intégrer leur propre mouvement. Donc c'est utile pour prendre le relais quand le GPS n'est pas dispo, par exemple. Vous faites un étalonnage et puis après vous estimez votre position juste en sachant comment vous bougez. La géolocalisation va sans doute évoluer dans les années qui viennent, hein. Ça va quand même prendre un petit peu de temps parce que il va falloir envoyer quand même les 250 satellites de Xona, hein. Et donc, Xona, en l'occurrence, envisage une constellation opérationnelle pour 2030. Donc, dans la prochaine décennie, on aura probablement un GPS next gen. Dans le domaine des GPS et globalement, compte tenu du climat, à l'international sur tous les aspects tech, il y a quand même un enjeu, majeur, c'est évidemment la souveraineté. Guillaume, c'est un enjeu notamment en Europe. Et oui, il y a Civo, un opérateur de cloud anglais, qui a mené une étude enfin une enquête, un sondage quoi, sur 1000 responsables informatiques et 84% sont préoccupés par la situation géopolitique et Trump en particulier. Tu Il y a m'étonnes. une perte de confiance manifeste vis-à-vis des États-Unis qui n'apparaissent plus comme un partenaire fiable. Mmh. 61% des sondés considèrent que la souveraineté sur les données est une priorité stratégique. D'ailleurs, le même pourcentage à peu près considère que le gouvernement britannique ne devrait pas avoir recours à des prestataires américains. La moitié cherche en ce moment même à rapatrier leurs données. Il y a un bon tiers qui disent qu'ils ont une visibilité complète sur leurs données, qui sont à peu près contents. Et il y a 82% quand même qui envisagent de se passer des services américains à un moment donné. Alors, on rappelle quand même que le Cloud Act autorise depuis 2018 la justice américaine à avoir accès aux données détenues par une compagnie américaine, où qu'elles soient dans le monde. Donc il y a des lois extraterritoriales et c'est une raison pour laquelle certains militent depuis un bon moment pour un cloud souverain, et puis les Français en premier lieu, hein. On a déjà lancé un projet de certification SecNum Cloud pour des prestations d'infrastructure qui vont privilégier les prestataires européens, et la sécurité pour un stockage de données maîtrisé qui soit hors de portée des lois extraterritoriales et aussi des acteurs géostratégiquement problématiques, hein, comme la Russie ou la Chine. D'ailleurs, faire ce genre de distinction, c'est pas très compatible avec les principes de l'OMC, mais à ce stade, tout le monde s'en fout, les Américains en tête, hein. Donc, il semble vraiment assez manifeste qu'il y a une volonté de plus en plus claire des entreprises européennes d'avoir une indépendance technologique, et forcément, ça passe moyen de l'autre côté de l'Atlantique. Amazon, Google et Microsoft essayent tant bien que mal de rassurer, de créer des labels pour prouver que tout est stocké en Europe et qu'ils respectent les lois européennes, mais malheureusement, même si c'est louable, ils sont quand même soumis au Cloud Act. Et puis avec le chaos de Trump 2 et les lois à géométrie variable et les règles qui changent et qui vont, qui viennent du jour au lendemain, ça passe moyen, quoi. Et donc la volonté est là. Après, maintenant, il faut concrétiser tout ça. Et il y a la question des moyens. Alors l'Europe, elle-même en doute, puisqu'il y a un rapport qui a été lu par Politico qui met en exergue la difficulté pour nous de nous défaire de la dépendance américaine. Apparemment, Ouais. bon, les hyperscalers seraient donc modérément affolés par un exode massif
Et c'est vrai que c'est difficile, hein, d'égalité les capacités et la richesse fonctionnelle, hein, des géants américains. C'est pas facile de concurrencer Azure ou Oracle ou Google, évidemment. Mais pourtant, au sommet Nextcloud, ça a été déjà, ça a été la même, hein. Il serait négligent, voire coupable pour un PDG aujourd'hui de ne pas étudier la possibilité de se faire héberger européen. Mais Nextcloud, Ionos et la Open Infrastructure Foundation ne sont pas d'accord avec l'idée que l'Europe n'aurait pas ces capacités, n'aura pas des capacités suffisantes. Et Ionos en particulier parle d'un faux problème. Il dit que la plupart des clients finalement n'ont pas des besoins colossaux et qui peut augmenter son offre à une demande croissante sans souci et qui maintient toujours une réserve de puissance assez confortable. Et il assure qu'il y a de nouveaux contrats tout neufs qu'il n'aurait pas espéré avoir avant. Donc il y a des nouveaux acteurs qui se lancent apparemment. Donc, bon, oui. Alors de manière réaliste, de toute façon, migrer, c'est toujours compliqué, Mmh. mais il semble que ça bouge et même plus vite que ce qu'on pourrait croire. Bon, bah, comme quoi, c'est un mouvement à surveiller et je ne doute pas effectivement que compte tenu du contexte politique américain qu'on vous relate depuis pas mal de temps maintenant, la question se pose plus que jamais et n'est pas prêt d'être répondue, comme dirait l'autre. On continue avec une situation en France qu'on voyait arriver, hein, en fait, le coup près est tombé, Guillaume. Il y a un certain nombre de sites emblématiques qui ne sont plus disponibles en France. Et oui, c'est arrivé, on n'y croyait presque plus. Ailo se retire et donc c'est le coitus interruptus, hein, pour Pornhub, RedTube et YouPorn. Ailo est en désaccord avec la loi française qui demande une vérification robuste, hein, de l'âge des visiteurs, mais ce serait trop invasif, trop risqué pour la vie privée. C'est d'ailleurs ce qu'explique désormais la page des sites, hein, la liberté n'a pas de bouton off. Qui disent, avec une illustration forte à propos de la liberté guidant le peuple topless. Quel petit coquin, ce Delacroix quand même. Alors, Ailo a toujours été du côté des solutions locales, c'est-à-dire côté client, globalement le contrôle parental, hein, un contrôle qui n'est pas si compliqué à mettre en place et qui évite les solutions systémiques en mousse, hein, comme on a désormais dans Ouais. notre beau pays. Parce que bon, alors ce n'est que mon opinion, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois à l'antenne, comme on dit, je suis à peu près du même avis qu'Ailo. Bon, évidemment, j'ai pas de gosse, donc vous pouvez penser que j'ai une crédibilité nulle, mais perso, je trouve que ça résout pas grand-chose parce que déjà, Pornhub et RedTube dégagent, ça résout rien. C'est Je pas les comprends seuls l'idée, hein, déjà. Pornhub était ultra connu, ça aurait peut-être Ouais. un impact important dans l'immédiat. Il faut pas sous-estimer les internautes de tous les âges. Il y a pléthore de sites porno plus petits qui continuent de vivre leur vie peinard. Il y en aura de plus en plus d'ailleurs qui profiteront du vide et c'est des sites qui vont probablement pas être très scrupuleux sur plein de sujets. Alors je dis pas que chez Ailo, c'était des anges du paradis, attention, mais disons que bon, il y avait un minimum, on va dire, et puis il peut y avoir bien pire. C'est surtout ça en fait. Il peut y avoir bien pire que Halo. Mmh. Par ailleurs, et c'est mon principal souci avec ce genre de loi, c'est que c'est un terrain très glissant, hein. La vérification de l'âge introduit un maillon supplémentaire qui donne vraiment pas confiance. Et en attendant, c'est Pornhub qui est visé pour le moment, parce que c'est les plus connus, mais des trucs qui conviennent pas aux enfants, c'est à peu près 90% d'Internet. Ah oui, c'est Il y a clair. du Mmh. porno, il y a du porno sur X, il y en a sur Reddit, il y a des choses violentes, perturbantes ou C'est juste ça, il y a pas que le porno, ouais. qui sont pas faites pour les enfants, il y en a partout. Ouais. Wikipédia, ils contiennent des articles sur des trucs qui sont pour les adultes, hein, et puis c'est tout. Et moi, j'ai aucune envie d'avoir à confirmer mon âge pour aller à sur Wikipédia ou Mmh. pour aller n'importe où, sauf sur la page de Dora l'exploratrice, quoi. Et puis c'est pareil pour la télé. La télé te demande pas de vérifier ton âge pour diffuser un film qui est interdit aux moins de 12 ans ou moins de 16 ans. Absolument. Mmh. Par ailleurs, contourner l'interdiction n'est pas si difficile. On parle beaucoup de VPN, bien entendu, et donc apparemment ces sites, enfin ces services, pardon, on voit leur demande exploser depuis le 4 juin. On parle de ProtonVPN, de NordVPN qui affichent des courbes qui explosent. Tous leurs copains sont en train de sabrer le champagne à la santé de Clara Chapaz. Ces services sont payants, hein, donc on vient d'inventer une sorte de taxe sur le porno concrètement. Taxe qui n'est pas inévitable d'ailleurs, hein, attention, et loin de là. Petit tips, hein, qui montre d'ailleurs à quel point il est facile de contourner le blocage. Vous n'avez pas besoin d'un VPN en fait. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un proxy. Mmh. Et des proxys gratuits, il y en a. Il suffit de chercher sur enfin, il faut chercher un proxy HTTPS en l'occurrence, hein, sur un site comme freeproxy.cz par exemple, hein, il y en a plein. Vous avez des listes de proxys, voilà, vous choisissez un proxy HTTPS, vous relevez son IP et son port. Alors il faut qu'il ne soit pas en France, bien entendu, et qu'il ait une bonne vitesse et une bonne disponibilité. Après, vous allez dans les paramètres réseau de Firefox, par exemple, hein, vous faites configuration manuelle du proxy, vous mettez l'IP et le port dans le champ HTTPS et c'est fini. J'ai testé pour vous, ça marche très bien. Mmh. Je vais aller C'est sur fou. Pornhub sans aucun souci. Alors après, est-ce que vous avez confiance en ce proxy? Ah! Il fait les requêtes pour vous, ce proxy, mais Ouais. donc bah, voilà, il relaie le truc. Qu'est-ce qu'il fait de ces requêtes qu'il voit passer? Peut-être rien du tout, mais bon. Un VPN fournit déjà évidemment plus de fonctionnalités, hein, qu'un proxy, c'est évident. Et puis bon, c'est des boîtes qui ont pignon sur rue, qui ont aussi une réputation à tenir. Donc, euh, on a déjà vu des VPN qui rentabilisent leurs données, hein, ou qui étaient des choses qui n'étaient pas du tout ce qu'ils prétendaient être aussi. On en a vu, mais bon, c'est vrai qu'avec une grande marque, vous avez peu de risques probablement. Enfin, c'est quand même une centaine de balles par mois, quoi. Mmh.
Mais bon, de toute façon, peut-être que vous aurez besoin d'un VPN ou d'un proxy aussi pour accéder à d'autres sites, par exemple comme Temu et Shein ou AliExpress, qui pourraient aussi se faire éjecter d'ailleurs, puisque apparemment c'est la saison. Le CDCF, le Conseil du commerce de France, demande le déréférencement de ces sites parce qu'ils disent que, enfin, leur argument c'est que 94% des produits contrôlés sur ces sites sont non conformes et 66% sont dangereux. C'est des statistiques qui viennent d'Amélie de Montchalin, enfin qui ont été relayées par Amélie de Montchalin, ministre chargé des comptes publics, hein, et bon voilà, donc ces sites seraient aussi sur la sellette, comme on dit. On Tu, verra bien. tu sais que, alors évidemment, tu le sais déjà et les auditeurs le savent, mais je souscris à la position que tu tiens sur ces sites-là. Bien qu'étant de mon côté papa, je peux pas m'empêcher malgré tout de me dire, ils ont manqué une opportunité. Finalement, Pornhub se serait mis derrière un accès payant uniquement à 1 € abonnement. Je pense qu'il ne résolvait pas totalement le problème et on sait très bien que c'est très facile pour un mineur, un enfant, de prendre une carte bancaire et puis de se débrouiller voilà, pour un paiement d'1 € récurrent, etc. Mais je pense que ça aurait écarté 90% du problème sans voilà, créer une situation particulièrement bloquante. Et j'ai l'impression quand même qu'ils prennent la situation un peu en otage pour faire pression. Bon, c'est leur bon droit. Je pense qu'ils sont passés à côté d'une opportunité et quelque chose me dit qu'ils auraient eu du fric vu le nombre de personnes qui se tournent vers des VPN ces derniers jours. On continue, Guillaume, avec une orientation érotique, j'allais dire, mais c'est pas les sites porno. Décris-nous de quoi il s'agit exactement. Oui, bah, les temps changent et ça change vite et fort en ce moment. Et ce qu'on pensait improbable il y a quelques années, c'est une réalité aujourd'hui. Un vérifier son âge pour aller sur un site web, fut-il porno, hein, il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait trouvé ça normal? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, c'est la loi, quoi. Et pas qu'en France, hein, dans d'autres pays aussi, comme en Angleterre. C'est aussi d'ailleurs la loi dans pas moins de 19 États américains, de l'Alabama à la Floride, en passant par la Louisiane. Et aux États-Unis en particulier, il y a un climat réactionnaire général, hein, qui est quand même vraiment inquiétant, à tel point qu'une proposition de loi qu'on aurait sans doute trouvée complètement farfelue il y a 5 ans peut aujourd'hui légitimement inquiéter. Alors farfelue, pourquoi? Parce que interdire le porno, et, enfin, essentiellement hein, dans le pays qui en consomme et qui en produit le plus, c'est un petit peu étonnant. Parce que oui, sachez que les États-Unis sont le premier client de Pornhub et que la France est le deuxième. Jolie performance, bravo les gars. Bravo, félicitations. Bravo. Bon, un sénateur et une élue républicaine, sans deck, de l'Illinois ont déposé leur projet récemment et ce projet s'appelle YODA. Alors YODA pour Interstate Obscenity Definition Act. Et qu'est-ce qu'il dit YODA? Ben, en gros, il dit ton zizi devant un écran tripoté, tu ne dois. Plus techniquement, c'est une proposition de changement de la notion, légalement parlant, d'obscénité. La définition actuelle est assez vague et avec des exceptions, tout ça. Et d'ailleurs, c'est trop compliqué. Donc, la proposition, c'est tout ce qui est conçu dans le but de provoquer une excitation. Donc, c'est quand même là très très large, du coup, Oui. hein, vraiment très très large. Et Samantha Cole fait un article aussi marrant que flippant sur Yoda, parce qu'on le réalise peut-être pas, mais énormément de choses peuvent être obscènes sur Internet et sur les réseaux sociaux, même subjectivement. Titiller un œuf au plat avec une fourchette de manière suggestive, est-ce que c'est érotique? A priori, non, quand je le dis comme ça. Mais regardez la vidéo et après, vous verrez. Et les commentaires, d'ailleurs, sont non ambigus, parce que les gens commentent et clairement, ils perçoivent de l'érotisme là-dedans. Il y a un millier d'exemples comme ça. La pub joue constamment C'est sur fou. l'ambiguïté entre bouffe et érotisme, hein. C'est clair et net. Alors, ça paraît un peu perché ce que je dis, mais en réalité, augmenter de manière très 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 large et très très vague ce qui est susceptible d'être érotique peut avoir très vite un effet majeur d'autocensure. Mm. Allez-vous poster des vidéos de votre entraînement de jeu de filles? Vous Mm. savez, celle avec les ballons zizi, ce genre de truc. Ah. Faut voir qu'on a déjà vu passer aux États-Unis les Sesta Fosta, le Taking Down Act. Donc Yoda tente d'avancer encore un pion vers un contrôle et une répression de la liberté d'expression, en réalité. Alors Yoda a peu de chances de se réaliser en vrai, hein. Mais bon, avec le temps, disons que la fenêtre d'Overton s'ouvre doucement. Le projet 2025, c'est plus la science-fiction, c'est une feuille de route. Et dans le projet 2025, il y a le projet d'explicitement éradiquer la pornographie et même de criminaliser les créateurs de ce contenu aux États-Unis. Alors, quoi qu'on pense du porno, ce projet ne sera pas mené à bien sans énormément de victimes collatérales et la Mm. liberté d'expression en fera certainement partie. On continue avec Anthropic. En fait, il y a deux actualités concernant Anthropic. Il y a d'une part un nouveau modèle spécial pour les trucs top secrets, je le caricature un peu. Et puis il y a la fermeture d'accès parce qu'un concurrent serait en bonne position d'acquérir ces accès. Guillaume, l'actualité d'Anthropic est Oui, chaude. l'anthropalité
dans l'actualité d'Anthropic chaude, c'est celle de Claude qui va se faire embaucher à la CIA aussi, puisque Ouais. Anthropic lance Claude Gov, une version de Claude spécifique pour le gouvernement, entraîné pour, hein, donc entraîné sur du langage administratif, hein, donc une nouvelle langue effectivement, que moi perso je ne parle pas d'ailleurs. Claude Gov refusera aussi moins de choses et sera accoutumé à des formulaires à plus de 800 cases. Enfin, bon, je déconne, mais c'est l'idée, hein, voilà. Faut l'habituer à l'administratif, apparemment c'est un boulot. Claude fait donc la même chose qu'OpenAI, et qui propose d'ailleurs ses GPT au gouvernement et qui peut s'utiliser en isolation, hein, sans accès Internet, quoi, sur des serveurs dédiés. Et par ailleurs, Anthropic n'a plus de pudeur à vendre ses IA à l'armée non plus, puisqu'ils ont fait un deal avec Palantir et AWS, lesquels vendront des produits IA au Pentagone. Avec joie, hein, dans le plus grand des calmes, comme OpenAI d'ailleurs. Google prépare un Gemini compatible secret défense et Meta offre son Llama depuis un petit moment déjà à tous les militaires intéressés par ces bestioles. L'utilisation des IA avancées pour la défense, pour les militaires, hein, c'est plus du tout un sujet. Enfin, ouais, Mmh. c'est fini ça. Et la dernière petite news, effectivement, concernant Anthropic, on avait évoqué la semaine dernière qu'OpenAI allait acheter Windsurf, l'interface agentique, hein, de codage. Et ben du coup, Anthropic s'est dit que ça serait bizarre de fournir Claude à un concurrent, donc ils ont coupé l'accès à Claude pour tous les utilisateurs de Windsurf. C'est sympa parce qu'en fait, ils étaient beaucoup. Claude, il est très utilisé par les codeurs, hein, il y a Par les très, développeurs, ouais. probablement pas mal de gens sous Windsurf qui l'utilisaient. Du coup, il se retrouve à devoir changer de fournisseur, ce qui n'est pas évident, parce que les chatbots ne réagissent pas exactement pareil. Ils savent pas forcément exactement faire les mêmes trucs aux mêmes endroits, ou alors ils les font plus ou moins bien. Mais bon, c'est ça aussi, utiliser des modèles propriétaires. Utiliser un modèle open source, ça vous met à l'abri de ce genre de problème. C'est sûr. L'indépendance, c'est plus compliqué, mais ça a beaucoup d'avantages. Je le dis d'autant plus tranquillement qu'apparemment, il y a une semi-panne, voire une panne de Oui, OpenAI en ce moment, et que donc ceux qui ont payé ChatGPT, ouais. 250 balles par mois pour avoir accès au super truc d'OpenAI, ils sont très très contents. Bon, on doute pas qu'ils vont rebrancher les câbles des serveurs très vite, mais enfin, c'est vrai que ça la fout mal et effectivement, c'est un problème qu'il n'y a pas avec d'autres, distributions, de modèles. On continue toujours dans l'intelligence artificielle. Tu citais, OpenAI qui se retrouve un petit peu embêtés parce qu'ils auraient bien aimé faire de la place sur leur serveur, et on leur empêche un petit peu de le faire, Guillaume. Oui, ils sont pris entre le marteau et l'enclume un petit peu, Mmh. puisque bon, OpenAI est en procès avec le New York Times, entre autres, hein, et les plaignants demandent des données et des preuves, voilà, et ces preuves, elles seraient dans les chats des clients. Donc, en gros, dans ce que les gens demandent et dans ce qu'ils obtiennent en retour du chat GPT. Et donc ça, apparemment, c'est crucial pour le journal, hein, de savoir, parce que ça lui permettrait de savoir si oui ou non on se sert du chatbot pour contourner son paywall. Alors, bien sûr, il y a de sérieuses discussions là-dessus, mais la Cour a donné du coup l'ordre à OpenAI de conserver toutes les discussions, que vous le vouliez ou pas. C'est-à-dire que si vous éliminez de votre côté, donc bah, votre chat, voilà, vous faites Mmh. delete votre chat, vous éliminez, bah, ce chat, évidemment, il sera viré de votre côté, mais il restera sur un disque dur quelque part, il pourra être utilisé dans le cadre de l'audience. Et ça, être obligé de garder absolument toutes les données des utilisateurs, c'est le rêve humide de Google, mais la vie est mal faite, hein, c'est pas OpenAI que ça arrive. Il est forcé de conserver un maximum de données. Ah là là, alors C'est évidemment, vrai. ça ne plaît pas aux utilisateurs susmentionnés. En fait, il y a même un vent de panique, hein, qu'on voit assez clairement sur Reddit. Des mises en garde partout, arrêter de discuter de sujets sensibles avec ChatGPT, voire ne plus utiliser ChatGPT. Tout ça est une catastrophe en termes d'image, et pour le coup, c'est même pas la faute d'OpenAI. Surtout que ça contrevient à ses propres termes d'utilisation. C'est une rupture de contrat avec ses utilisateurs qui pourrait elle-même aboutir à d'autres procès contre Oh lui. là là. Et oui, alors je vais pas répéter, on l'a eu sur l'open source, hein, voilà, même si bon, non, OK, j'arrête. À la place, je vais vous parler, d'une anecdote marrante. Si vous êtes à la fois passionné de tech et de drama, vous serez ravi d'apprendre que le feuilleton du renvoi/embauche par Microsoft/ Mais retour chez OpenAI de oui! Sam Altman sera adapté en film. On le disait à Alors l'époque que ça pourrait arriver. eh ben oui, mais tu vois, on est des visionnaires. Niveau action, Artificial, comme il va s'appeler, ce sera pas du Mission Impossible, hein, j'imagine. Je me demande d'ailleurs à qui aura vraiment envie de passer 2 heures ou plus de 2 heures à savoir ce qui arrive à Sam Altman. Sam Altman qui C'est sera vrai. incarné par un Andrew Garfield, qui sera viré par un Yura Borisov qui va incarner, Ilya Sutskever, devant une Mira Murati indécise, hein, qui sera elle journée par Monica Barbaro, et le tout sera dirigé par Luca Guadagnino qui a fait Challengers par ailleurs. Ça sera produit par MGN et Amazon. Alors tout ça s'est passé en 2023 et bon, ça a fait les choux gras des journalistes un peu partout, nous compris. J'ai un peu l'impression que tout le monde a oublié cette histoire, je sais pas, c'est voilà, Et que espérons qu'il y ait de rétro nouvelles infos, quoi, tu vois? S'il y a des nouvelles infos, c'est des vrai. trucs un petit peu croustillants, pour attirer au moins les plus geeks d'entre nous, dont je fais partie. Est-ce qu'ils vont se la jouer comme Mediapart et nous ressortir des éléments qu'on ne connaît pas du dossier? Je ne sais pas, mais c'est vrai que rétrospectivement, je me dis: «Il y a scénario plus captivant». Sur le coup, inévitablement, on pouvait voir, «Oh
là là, mais c'est rocambolesque, on pourrait en faire un film. Bon, rétrospectivement, je sens qu'on va vite se faire chier. Mais peut-être que je me trompe et qu'on sera convaincu de cette œuvre cinématographique. Guillaume, une autre anecdote cocasse, c'est bah, les boîtes qui prétendent avoir des développements par IA et en fait, c'est pas trop le cas, c'est ça? Ouais, vous l'avez certainement vu passer d'ailleurs, ça a pas mal tourné, même sur tous les médias, c'est tellement énorme, hein. C'est une barre de rire aussi, il faut dire, c'est une boîte londonienne qui pesait quand même à un moment 1,5 milliard de dollars, en fait, qui a été évalué à 1,5 milliard de dollars, qui a quand même reçu un investissement de Microsoft et du Qatar, et qui vient de déposer le bilan. La promesse était pourtant belle, hein, et même pas si extraordinaire que ça, hein, aujourd'hui. Elle proposait une IA qui s'appelait Natasha, qui codait pour vous une application complète. En 2019, quand même, c'était très ambitieux. Et ça l'est toujours, hein, même des solutions modernes, hein, comme Manus ou Devin, sont souvent pas forcément au niveau de ce qu'on attendrait. Pour bien coder un truc compliqué de A à Z, ça reste compliqué, ça reste vraiment difficile. Avec Builder AI, c'était pareil, c'était pas au niveau, c'était du code à l'arrache qui marchouillait pendant les bons jours, mais à l'origine, c'était 100% bio. C'était du beau vieil ingénieur indien sous-payé et c'était très très bien imité, C'est hein, horrible. parce que finalement, 100% un bio. ingénieur sous-payé à qui on donne pas le temps de faire son boulot, ça donne un résultat qui imite très bien une IA qui pisse du code. Alors, ils étaient C'est 700, ces horrible. pauvres gars, qui répondaient aux demandes des clients en se faisant passer pour Natacha. Le plus fou, c'est que ça a duré presque 6 ans, cette arnaque, puisque la boîte a été attaquée dès 2019 pourtant, hein, par un employé renvoyé par avoir révélé que Builder AI, c'était pas de l'IA du tout. Le New York Times l'avait révélé aussi cette année-là. Mais la boîte a continué à clamer que 80% du code était produit par une IA et elle a continué de lever des fonds. Elle en a quand même levé jusqu'à 445 millions parce qu'il y a, voilà, au-delà de l'arnaque aux IA bio, la boîte a aussi truqué ses comptes quand même, quadruplé son chiffre d'affaires sur le papier et pas remboursé ses créanciers, parce qu'elle doit toujours des dizaines de millions de frais à Amazon et Microsoft. Il y a d'ailleurs près de 1000 personnes qui sont au chômage. 100% bio, j'aime ta formule, Guillaume. On termine avec bah, une pépite française, hein, je dis pas de bêtises, Guillaume, qui se retrouve dans une situation compliquée. Oui, 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 c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aiment bien la robotique et qui se souviennent de Nao, hein, le petit robot humanoïde Mm. d'Aldébaran. Nao est déjà ancien en fait, puisque je ne me rendais pas compte, mais il existe depuis 2006. Oh là Après, il y a là, eu il me semble Pepper. qu'on en a parlé dans le podcast, c'est possible, non? Bon, oui, J'en sais c'est rien, je sais pas, possible, je sais pas. je suis pas sûr. On a peut-être parlé de Pepper. Pepper un peu plus récent, c'est le robot Pepper, je roulette, pense. le robot qui roule avec un écran sur le torse, là. Oui, c'était J'en Pepper. ai vu au moins un exemplaire dans la nature, hein. C'était Ah, peut-être une dans la erreur, hein. nature, tu me fais peur. En te baladant dans la forêt, hop, t'es tombé dessus, Dans la c'est... forêt, ouais, exactement. Il y a des Peppers sauvages. C'est presque ça. Et alors, Aldébaran, ils avaient aussi racheté le Carotte. Carotte, c'est le robot lapin. Mm. Certains se souviennent d'une Ah oui. Nabastag créée par Violette. Nabastag, il est complètement mort, mais le robot est devenu Carotte. Ça a été racheté par Mindscape, puis Carotte, ça a été racheté par Aldébaran après, qui en a rien fait, plus ou moins, malheureusement. D'ailleurs, Aldébaran lui-même a été racheté 2 fois depuis sa création en 2005, hein, par SoftBank en 2012, puis par les Allemands de United Robotics 10 ans plus tard. Et aucun des produits Aldébaran n'a vraiment eu un succès fou et la boîte a toujours eu du mal à faire de l'argent. United Robotics leur a coupé les fonds et là, ça a été un naufrage. Ça a précipité leur chute. C'est vraiment malheureux parce qu'Aldébaran a été une pépite française de la robotique avant la méga hype de l'IA. Et aujourd'hui, qu'on parle plus que de ça, des IA et de robots, elle disparaît. C'est vraiment terrible. Alors, il a failli avoir un repreneur suisse qui était appuyé par des fonds émiratis, mais ça n'a pas été retenu. Bah, de toute façon, ils ne comptaient pas garder les employés français, je ne sais pas ce que ce serait devenu. Donc Aldébaran est actuellement en liquidation judiciaire et c'est bien triste. Ouais, c'est triste, c'est jamais des bonnes nouvelles. Bah d'ailleurs, comme on arrive sur une nouvelle triste, on va s'arrêter là, mais par contre, on va enchaîner des news, allez, peut-être un petit peu plus réjouissantes. Et en tout cas, c'est l'occasion de parler de quelque chose qui nous passionne toujours autant avec sa composante tech. Ce sont les jeux vidéo. Et Guillaume, je crois savoir, je suis pas certain, mais je crois savoir que la Switch 2 est sortie. Enfin. Oui, c'est effectivement. Alors, alors là, jeux vidéo, c'est être à l'enfer parce que en ce moment, c'est le festival question jeux vidéo. On est en Ouais, plein Summer Game Fest, on a eu le State of Unreal, le State of Play, c'est limite Xbox trop, je trouve. Showcase. C'était trop. Mais bon, c'est vrai, tout seigneur, tout honneur, t'as raison, la Switch 2 est sortie la semaine dernière et bon, j'ai pas de chiffres, mais il semblerait que ça se vende plutôt bien, hein, voire Mm. très bien. Selon Nintendo Prime, on sera sur 3 millions de consoles, ce qui sera un record. Après, c'est juste un tweet, hein, de Nintendo Prime, donc il faudra quand même attendre, surtout pour voir sur la durée si ça se confirme. Mais bon, ça a l'air de très bien se passer pour le moment. Alors, sans surprise, la console est bien accueillie par la critique, parce que, bah oui, le gap technologique se voit et c'est vrai que c'est agréable. On note quand Mhm. même que le poids est un petit peu plus élevé, que ça pourrait se révéler un poil inconfortable à la longue pour certaines personnes.
Après, il y a pas que des bonnes nouvelles, malheureusement. Un premier bémol, la technologie des Joy-Con n'a pas changé. Mmh. iFixit l'a vérifié en leur Ah ouvrant bah, le attends. bide et bah, les mêmes causes produisant en général les mêmes effets. Le drift pourrait revenir d'ici quelques mois, quoi. C'est une très bonne nouvelle pour moi, Guillaume, qui aime réparer les Joy-Con. Merci Nintendo, je vais pouvoir Mon Dieu, continuer pendant des années. ce kink. Hormis ça, les nouveaux Joy-Con sont agréables, hein, plus grands, mais pas vraiment utilisables sur de longues périodes en mode souris parce qu'ils sont beaucoup trop étroits, donc ils sont Ouais. très peu ergonomiques. Donc à mon avis, tu dois te faire des super tendinites avec ça. Ça sent plus le gimmick. Même s'il fonctionne bien sur tout type de surface, hein, par ailleurs, sauf le verre. Le game chat est prévu, enfin, comme prévu, bah, il est assez saccadé. Les conversations sont enregistrées par mesure de sécurité, il faut le savoir, hein, même si c'est conservé que pendant 24 heures et utilisé uniquement en cas de plainte. Bon, c'est une partie qui est pas déconnante, hein, qui se voit ailleurs de toute façon, mais bon, vaut mieux le savoir. L'écran de la Switch 2 est pas délirant de qualité. C'est du LCD, on le savait, il est pas ultra lumineux, il monte à 450 nits, ce qui est un peu léger pour du bon HDR. Et par ailleurs, les noirs sont pas non plus si noirs que ça, ils sont à 0,5 nits. Donc c'est un écran qui est quoi? Qui est bien, hein, mais qui est passable, quoi, mais qui est pas non plus formidable. Le stockage de la console, c'est 256 Go. C'est pas mal a priori, mais bon, les joueurs Switch vont goûter aux joies des jeux à installer à 60 gigaoctets, à installer parce que bon, il y a beaucoup de jeux dématérialisés, hein, et puis Mmh. évidemment, il y aura les Game Keys. Les Game Keys, c'est un jeu dématérialisé, quoi. Donc, ça veut dire vous allez devoir beaucoup télécharger, beaucoup installer, et à coût de 60 gigas, bon, ben, ça va pas durer longtemps, les 256 gigaoctets. Les premiers jeux de la Switch, d'ailleurs, peuvent être aussi significativement améliorés, surtout ceux qui font peiner la console, hein. Ouais. Donc ils sont très, voilà, ceux qui sont très, comment dire? Très Gourmand. saccadés, bon, ils sont nombreux, hein, quand même. Mmh. On pourra redécouvrir plein de titres en super fluide et ça, c'est quand même un plus. Alors, il y a un dernier point, qui est marrant quand même, qui est assez intéressant, je trouve. La Switch 2 a déjà été un tout petit peu hackée. Il y a un vétéran du hacking de la Switch qui s'appelle David Buchanan, qui a déjà réussi à faire tourner du code dessus, mais on est très, très loin du jailbreak, on est très, très loin d'installer notre propre système d'exploitation ouvert, tout ça. C'est du code en mode utilisateur, donc pas en mode root, hein, qui permettrait de faire ce qu'on veut, quoi. Nintendo a renforcé ses défenses et beaucoup, en fait. Alors, évidemment, il y a le côté Nvidia, puisque en fait, la Switch 1 était déjà très bien sécurisée, mais Nvidia a laissé une porte énorme, une porte grande ouverte à son hardware, hein. Il y avait une sorte de mode recovery, pour faire simple, et ça, c'était impossible à corriger, c'était voilà, en hard, quoi. Alors évidemment, c'est fini avec la Switch 2, mais ça va plus loin que ça. Parce qu'une autre méthode pour manipuler ce que fait le processeur, c'est de contrôler son voltage et de le faire dégringoler, de le faire tomber comme ça, très Mmh. brutalement, exactement au bon moment. Parce que quand tu fais ça, en fait, bah, le CPU, il a une absence, quoi. Ça le force à ignorer des instructions, à sauter des instructions. Et s'il saute la vérification des signatures, c'est gagné. Donc, bon, évidemment, pour tout ça, il faut une électronique de contrôle, il faut un mode chip qui va injecter, hein, le code d'un nouvel OS, par exemple, il va injecter le code. Et puis, au moment où le CPU va se mettre à vérifier les signatures, pouf, il lui donne une absence en faisant chuter son voltage exactement au bon moment. Bon, c'est extrême, mais même ça, c'est plus possible avec la Switch 2. Parce qu'ils ont créé une redondance entre les 2 cœurs CPU qui font tourner le système d'exploitation. Tu sais qu'il y a 2 cœurs qui sont alloués au système Mmh. d'exploitation, et c'est pas du tout un hasard en réalité, parce que ces 2 cœurs-là, ils sont prévus pour ça. Les 2 cœurs vont exécuter très exactement le même code, et en hard, ce sera comparé. Et s'il y a la moindre différence d'exécution sur les 2 cœurs, la machine se bloque complètement. Donc il faudra manipuler le voltage des 2 cœurs de manière parfaitement synchrone au cycle près, ce qui est encore bien plus difficile. Et pour couronner le tout, de toute façon, même si tu t'insères dans le processus de boot, c'est pas suffisant parce que c'est plus un processus qui est considéré comme étant fiable, quoi. Donc c'est un processus où il faut des clés, où tu dois avoir des clés pour initialiser tous les composants. Enfin bon, ça s'annonce pas facile. Vraiment, il y a déjà plusieurs hackers qui ont briqué leur console définitivement, et hacker la Switch 2, ça s'annonce très compliqué. Tu sais que j'ai mon fils qui a vécu son plus bel anniversaire du monde, mon cher Guillaume, puisqu'il est l'heureux détenteur d'une Switch 2. Donc la Fnac reprenait les Switch à des prix plutôt généreux. Et puis bon, il y avait l'appel de la Donc ça veut dire réclamation. qu'il y a pas de problème de disponibilité? Alors moi, je l'avais précommandé en l'occurrence, mais il y a en France particulièrement beaucoup de stocks, puisqu'encore aujourd'hui, si vous voulez en acheter, il y Et en tu a. vois? Ce Ce qui que n'est j'ai pas le envie de cas dire dans là, d'autres pays, hein. Ce qui tu n'est sais pas ce le que cas j'ai dans envie de d'autres dire? pays. J'ai envie Dis-moi. de dire chez les scalpers. C'est vrai que pour le coup, ça fait du bien. Chez les scalpers, tu entièrement raison. Après, c'est en France, hein. Je crois que dans tous les autres pays, c'est plus compliqué. Et j'ai juste un mot pour dire que, alors j'ai testé notamment le game chat, parce que bon, effectivement, hein, c'est l'anniversaire de... C'est la Switch 2 de mon fils, ok, il a de la chance, c'est l'anniversaire de sa vie. Elle est à son nom, sache-le, Guillaume. Mais je vais pas te mentir, c'est installé avec les comptes de la famille et il y a le contrôle parental. Bref, donc j'ai mon accès dessus. Et j'ai pu tester Mario Kart en réseau. J'ai trouvé le game chat
étonnamment fluide. Alors attention, on est en 2025, donc s'étonner qu'un truc soit fluide, je sais, c'est bizarre, mais moi j'ai trouvé ça hyper fluide. Je me suis éclaté sur Mario Kart, c'est absolument génial. Je trouve que l'ergonomie, elle est hyper agréable. Le système de magnétisme des Joy-Con, il est formidable, il est vraiment extraordinaire. L'écran, moi je le trouve très bon. Voilà, je fais partie des... Tu sais ce que je suis, hein, Guillaume, sur ce genre de choses. Je suis... Les gentils diront un bon public et les plus critiques diront un pigeon. Écoute, moi je la trouve super, cette Switch 2. Un poil cher, mais si vous avez des trucs à reprendre, c'est peut-être l'occasion. Bon, les consoles, c'est très bien. Les jeux vidéo en particulier, c'est mieux. On va pas s'étaler sur Mario Kart World, même s'il est vraiment génial. Mais comme tu le disais, il y a eu énormément d'annonces et il y en a eu pour tous les goûts, hein. C'est la période de l'année, de toute façon, où ça arrive. Et c'est le cas notamment du côté d'Epic. Oui, il y a eu la conférence Epic State of Unreal qui a été marquante cette année, en grande partie grâce à Siri, puisqu'on peut, voilà, pour mettre en valeur les capacités de la dernière version de leur moteur, ils ont demandé au CD Projekt Red, et oui, je dis Projekt, de créer Pas une grave. démo technique qui montre à quoi ressemblera, on l'espère, The Witcher 4. Mhm. Et c'est incroyable, Ouais, c'est vraiment, fou. c'est magnifique. La densité de détails, la végétation, les NPC, tout est dingue. Tout ça tourne en ray tracing, il y a 60 images par seconde sur une PS5 de base, ce qui montre qu'en fait, on est encore loin aujourd'hui d'avoir pleinement optimisé le potentiel de cette génération de consoles. C'est la next-gen commence à peine, on C'est va fou. même pas encore commencer. Quoi. Vraiment, les jeux qui viendront l'année prochaine, ça sera vraiment impressionnant, je pense. Bon, The Witcher 4, c'est probablement pas l'année prochaine d'ailleurs, mais bon. En tous les cas, pendant 9 minutes, on peut voir en les diverses nouveautés techniques du moteur et on sait bien à quel point c'est pas juste de la technique justement, c'est-à-dire voilà, ça ouvre des possibilités. Quand Nanite évolue pour inclure non seulement le décor, les objets, mais aussi les créatures et la végétation, la différence elle est criante. On a des forêts denses, photoréalistes. L'image reste stable quand on regarde une aiguille de cèdre en gros plan à 2 cm, quand on s'en éloigne à 200 mètres, à 1 km, tout reste Ouais. parfaitement stable. Il n'y a aucune transition, tout est détaillé à tous les niveaux, c'est incroyable. Quand on traverse à grande vitesse la forêt sans aucun accroc, on comprend bien l'intérêt du nouveau système de streaming. Ouais. Tu vois, quand le nombre de NPC augmente pour atteindre des dizaines et des dizaines à l'écran sans aucun ralentissement et qu'on se balade dans un village qui est peuplé comme un vrai, ben, le boulot se voit, voilà, c'est tout. Les cheveux, la fourrure, les éclairages incroyablement subtils et dynamiques, les animations procédurales qui sont physiquement convaincantes. Hein, le cheval est plus vrai que nature. Ils modélisent les mouvements des muscles dessous. La, Enfin, la tout physique des ça est poils fluide. et des muscles, c'est remarquable. C'est absolument superbe. La technique, oui, la technique fait une énorme différence, c'est Mhm. tout, hein, pour l'expérience de jeu, c'est évident. Et en plus de l'optimisation de Lumen et de Nanite, on a aussi l'intégration des MetaHuman au moteur, Mhm. avec des avatars qui sont plus réalistes, plus variés. Et la version, donc, tout ça, ça va intégrer la version 5.6 de Unreal Engine et les autres, hein, parce qu'en fait, il y a une collaboration entre CD Projekt et Epic pour améliorer tout ça, parce que il faut savoir que avant, enfin, Unreal Engine 5, il a toujours eu du mal avec la végétation parce qu'il n'y avait pas Nanite pour la végétation. Et quand CD Projekt a annoncé qu'ils allaient utiliser Unreal Engine 5 pour The Witcher, qui forcément est un jeu où il y aura énormément d'arbres et de forêts, tout ce que tu veux, on s'est dit, mais ils vont faire comment, quoi? Enfin, ça va être compliqué. Et en fait, là, on voit que non, il n'y a pas de souci. Unreal Engine a vraiment évolué et du coup, ça devient complètement compatible avec des mondes ouverts énormes, avec énormément de végétation. Et ça, c'est un grand pas en avant. C'est ouf, allez regarder la vidéo, le lien est dans les notes de l'épisode. En moins de 2 minutes, vous avez quelques aperçus qui sont bluffants pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner. Il y a du nouveau aussi, évidemment, beaucoup de nouveau du côté de Xbox. Alors en jeu, mais pas que en jeu, Guillaume, une petite surprise. Oui, c'était le Summer Game Fest, comme on l'a dit, mais il y avait plein de choses annoncées aussi côté PlayStation et Xbox. Et on pourrait commencer effectivement par la Xbox portable, Mhm. si on veut dire. Ce n'est pas vraiment une, hein. C'est une version de la ROG Ally, qui est un nouveau look. Pour une nouvelle vie, un nouveau bouton et un nouveau Windows. Cette version a une interface plein écran stylé Xbox, voilà, qui ressemble beaucoup à ce que vous auriez avec une Xbox Series, quoi. Mais qui est la version Windows qui est derrière, qui reste Windows 11, hein, ça serait une version optimisée qui, bon, comprendre avec moins de process qui servent à rien, quoi, qui tournent en arrière-plan. Mm. Ça reste Windows 11 d'ailleurs parce qu'on peut aussi avoir accès à ces jeux Steam ou Epic Game Store, ce que vous voulez. Bon, est-ce que ça sera suffisant pour compenser les lacunes manifestes, hein, de Windows sur ce type de machine? On ne sait pas. Mm. On verra bien On quand on peut aura les installer premiers SteamOS tests. dessus, j'imagine. On peut installer SteamOS dessus au pire et donc avoir donc tout jarter. Ce serait dommage d'acheter un truc scellé Xbox avec un bouton Xbox pour mettre SteamOS dessus, mais bon C'est après, une forme de pourquoi pas? provocation, je pense, à ce stade. Ouais. Ce serait magnifique d'ailleurs et ce serait super qu'elle marche mieux avec SteamOS. Je m'y attends à moitié en plus. On connaît pas le prix pour le moment de ces 2 machines. Alors Ouais. globalement, c'est des ROG Ally et Ally X, hein.
mais avec des AMD Z2 et Z2 Extreme au lieu des add-ons hein, qu'on a déjà, qui existent déjà sur ces machines. Elles auront entre 16 et 24 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. Alors, ça sera certainement pas donné, puisque là, si vous cherchez une ROG à la X, c'est globalement 900 balles, donc moi, ça m'étonnerait que ce soit moins, Mm. évidemment. Alors, pour ce qui est des jeux, alors, pour le Xbox Game Showcase, puisqu'on y est, il a été plutôt cool pour les possesseurs de Xbox finalement, puisqu'il y a Final Fantasy XVI qui arrive enfin, le remake du 7 aussi, on a un nouveau Gears of War, un nouveau Call of, bon ok, et puis des jeux un petit peu surprenants vu leur créateur, puisque d'une part on a un truc qui s'appelle Aphelion, qui est un jeu de Dontnod, qui est assez loin de ce que fait le studio en général, c'est un jeu de survie sur une planète glacée apparemment. Bon, espérons que ça soit cool. Bon, je sais que Dontnod c'est extrêmement difficile et c'est très compliqué en ce moment, Dontnod on va dire. Et on a aussi un truc qui s'appelle Beasts of Reincarnation, qui est un jeu d'action qui mélange Japon avec une esthétique ancienne, et robots, et créatures hybrides bizarroïdes, dans un Mhm. contexte post-apocalyptique. Et ça, c'est fait par les créateurs de Pokémon, qui visiblement avaient besoin d'air, quoi, hein, d'aller Ils avaient chercher un besoin de petit peu ailleurs. renouveler un peu leur Voilà, intérêt ils avaient besoin de créatif. se changer un peu les idées. Et Mm. tu sais quoi? Eh ben, c'est beau. Donc, ils Mm. font exprès de faire de la merde sur Switch. On en a la preuve. Eh oui. Alors sinon, on a aussi vu Ninja Gaiden 4, on a le retour de Super Meat Boy en 3D, quelle horreur! Je fais encore des cauchemars à cause du premier. Il y a Persona 4 qui va avoir un remake, c'est pas trop nécessaire après le Golden, mais bon, pourquoi pas? Et on va avoir un nouveau Sims qui s'appelle Paralives, qui ressemble peut-être même plus à un simulateur de sitcom, avec une option aller pleurer dans la salle de bain après une journée de harcèlement au travail. Ah. J'apprécie le réalisme et je rigole pas, il y a vraiment une, il y a vraiment un truc, il y a vraiment une scène dans le truc, Ouais. dans la bande-annonce, il y a une scène effectivement où tu vois une femme en train de pleurer assise contre sa baignoire. Donc pêle-mêle, après, qu'est-ce qu'il y avait au Summer Game Fest? On a aussi vu plein de trucs, évidemment. Le prochain Resident Evil, forcément, c'est l'annonce la plus attendue, qui a l'air à la fois magnifique et atroce, donc ça va, comme toujours. Un truc aussi qui rappelle furieusement Mountain Blade en plus beau, hein, qui s'appelle Chronicles Medieval World. Alors, un truc qui m'a un peu étonné, parce que ça vient assez vite, hein, il y a toujours plus de bonus robots avec les suites d'Atomic Heart. Donc il y aura un 2. Et il y aura un MMORPG qui s'appellera Cube World. Donc il chante pas hein, là-bas. Mhm. Il y a eu tellement de trucs. Côté PlayStation, on a encore vu des images du prochain Silent Hill, qui se passe pas du tout à Silent Hill, du coup, qui semble vraiment magnifique et atroce aussi, comme il faut. Bon, d'ailleurs, est-ce que c'est encore un Silent Hill, du coup? Est-ce que c'est pas hors sujet de faire un Silent Hill et qui est pas du tout à Silent Hill? Est-ce qu'on en a quelque quoi que ce soit à foutre? Je ne sais pas. Et on a des images de jeux du simulateur de porte-bébé de chez Capcom aussi, hein, qui s'appelle Pragmata, où tu as un humain qui a l'air d'un robot, qui porte sur son dos une gamine et qui est un robot. Je sais pas, en tout cas, qui a des pouvoirs sur les robots, un Ouais. truc comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez pléthorique. Je sais pas si tu as repéré quelque chose dans le tas d'annonces, autre que les nouveaux niveaux d'Astrobo. Ça compte pas. Oui, ok, Juste donc j'allais les mentionner, mais du coup, je passe très rapidement dessus. Tu sais que je te redis ce que j'ai eu comme sentiment ces derniers temps quand il y avait ce type de conférence, c'est que j'ai vraiment pas le temps de jouer à déjà plein de jeux que j'ai, et limite, parfois, ça commence maintenant à m'angoisser de voir que tous ces trucs arrivent, parce que je suis en train de me dire, s'il y a des choses qui me plaisent, que j'ai envie auxquelles j'ai envie de jouer, j'aurai pas le temps, quoi. Donc, bon, mais en même temps, j'ai quand même regardé. Écoute, il y a un truc, moi, que je voulais mentionner, il y a un James Bond, je crois, c'est du côté PlayStation, hein, une tout à espèce fait. de James Bond de quand il était jeune, quoi, en gros, qui m'a l'air d'être une expérience. Enfin, moi, j'aime beaucoup maintenant ces expériences qu'on trouve régulièrement chez PlayStation, avec, enfin, un peu à la The Last of Us. Enfin, tu vas voir ce que je veux décrire par là, mais c'est pour moi quelque chose de très à la fois cinématographique et de vidéoludique. Donc, quand ça mêle les deux, quelque part, pour un voyage aussi bluffant que ça peut l'être dans The Last of Us, par exemple, ou Ratchet Clank, par exemple, Rift Apart, je trouve que c'est des choses qui sont vraiment géniales parce que tu vis comme un film prolongé avec évidemment des éléments d'interaction de jeux vidéo. Et ça m'a l'air d'être pile dedans. Alors, je suis pas un grand fan des James Bond. Moi, j'ai connu les James Bond quand j'étais plus petit et que mes grands frères me faisaient regarder ça. J'ai moins suivi les derniers au ciné. Mais j'avoue que le trailer, j'ai pas le titre exact en tête. Si tu l'as, je te laisserai me compléter. Mais m'a plutôt enthousiasmé. Et celui-ci, j'aimerais bien me réserver du temps pour en profiter, si tant est que les critiques soient un C'est, minimum positives. je crois que c'est First Light ou un truc comme ça, First non? Light, ça me parle, Il me effectivement. semble. Oui, c'est fait par ceux qui font les Hitman, et donc c'est une sorte de mélange Hitman Uncharted, quoi, quelque Ouais. part, qui a l'air sympa, mais je sais pas si c'est une, je crois pas que ce soit une exclue d'ailleurs, il me semble pas, mais Oh, peut-être que c'est peut-être une pas. exclue, je ne sais plus. Et écoute, Peut-être oui, pas. oui, pourquoi pas, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu James Bond, c'est vrai. J'aimerais bien.
Écoute, merci infiniment Guillaume pour cet épisode, la préparation et m'avoir supporté, moi et ma voix cassée de cet épisode. Alors j'espère que ça vous aura pas fait fuir, hein, vraiment ce serait horrible pour moi de savoir que ma voix légèrement éraillée aurait pu vous pénaliser. Tu sais que j'ai eu ce rhume genre jeudi et je me suis dit, enfin j'ai eu la voix vraiment attaquée à partir de jeudi et je me suis dit, je suis large de toute façon, après ça va vite se résoudre en 2-3 jours. Et je voyais l'échéance de l'enregistrement là, de l'épisode de podcast du mardi soir arriver. Je commençais à me stresser en me disant ah là là, j'aurais pas la voix pleinement disponible. Bon, bah, elle n'était pas pleinement disponible, mais j'ai fait du mieux possible. Si vous trouvez qu'on a fait malgré tout une belle prestation compte tenu de ces contraintes, je vous invite plus que jamais à aller sur patreon.com/techcafé pour nous encourager ou laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. On se fera un plaisir de suivre ces avis et de les citer dans les prochains épisodes. Et surtout, vous le savez maintenant, hein, à l'image de la section réaction qu'on a au début de chaque épisode, eh ben, vous pouvez aller vous-même faire part de vos retours suite à l'écoute d'un épisode, compte tenu d'un sujet ou globalement du podcast, notamment dans la rubrique réaction du serveur Discord. Et puis, on pourra aussi les mettre en exergue. De toute façon, on ne se quitte pas longtemps, puisqu'on va se retrouver dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café, mais on peut même aller plus loin, et vous pouvez même nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Ah, écoute, moi, on va me retrouver en train de jouer à Expédition 33, hein, parce que oui, même moi, des fois, je peux céder à la pression sociale. Ah, c'est bon ça. Tu t'y mets vraiment ou est-ce que oui, la semaine prochaine, tu auras commencé? Oui, 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 je suis, C'est j'ai bon. pas mal avancé, je suis à Ah, l'acte ah, 2. t'as pas mal avancé. Donc si ça se trouve, tu m'as même dépassé puisque j'ai pas pu avancer. T'en es où, vite fait, l'acte? Début, acte 2. Ah d'accord, ouais, tu m'as dépassé. Tu m'as dépassé. Ah Ça me bon? donne envie Ah de ouais. reprendre. Eh Euh, ben, c'est chaud, hein, dis donc. ouais, bah enfin, moi je le mets en mode histoire. Je sais pas toi. Sinon, je souffre trop. Ben, en fait, j'ai commencé en mode XP, et puis à un boss, je suis passé en mode histoire, après je suis repassé en mode XP, puis là, Ouais. je me demande si je vais pas repasser en mode histoire, parce que c'est quand même, c'est chaud, c'est très chaud. Cassim, qui a fait le Pas jeu facile, de facile, hein. longue date, Cassim Mmh. Montilla disait que c'était un des trucs qu'on pouvait faire sur ce jeu, c'était facilement passer du mode histoire au mode normal et le faire plusieurs Oui, fois dans les deux sens. oui, oui, mais j'ai même l'impression que même en mode histoire, Non, c'est c'est pas pas simple. trivial, en fait, Non, hein, non, c'est pas mais bon. trivial. Parce que le problème, c'est en mode XP, tu pas beaucoup le droit à l'erreur et comme je suis notablement très mauvais sur les contres Moi, et même pareil. les esquives, Est-ce que tu oui, as noté que c'est les esquives sont plus faciles que les parades? bah, La fenêtre oui, de tolérance est plus oui, grande. puisqu'en fait, je réussis 10 des esquives et 0 de mes parades, donc je suppose que oui. Je suppose que oui. Ok, je comprends, je comprends. Écoute, on se fera un petit point d'avancement de Clair Obscur Expédition 33, puis c'est très bien parce que tu me motives à le lancer. Tu sais que je continue à être piégé, moi, sur des petites sessions là, de 15 minutes. Et à quoi je joue quand j'ai 15 minutes, Guillaume? Je lance pas Expédition 33, je lance quoi? Eh ben, je lance Balatro, Balatro. Et bien, très Balatro, il bien. me manque plus que 2 decks pour terminer complètement le jeu. Je peux pas abandonner là. C'est pas Bah, possible. bien sûr. Allez, on se tiendra au courant de nos avancements vidéoludiques dans un prochain épisode. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et puis j'officie derrière techcafé.fr et régulièrement derrière le serveur Discord de Tech Café. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.